et il me percute, et là je monte Dominique m'a dit, lui il croyait qu'il m'avait tué, hein, bien sûr, donc il m'a vu monter en l'air à je sais pas combien, et je retombe, donc je perds connaissance, je perds mes dents, je suis ouvert là, ouvert partout, et voilà, et je me retrouve à l'hôpital, s'occuper de moi, et arrive ce miracle-là où on me dit, est-ce que tu veux rouler chez March en Formule 1? C'est comme si tu demandes à un aveugle s'il veut voir. Je dis, bah oui. On devait avoir 750 chevaux pour des voitures qui pesaient 550 kilos. Salut Paul. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On se retrouve après, ça fait quoi? Ça fait presque 1 an et demi qu'on s'est parlé pour la première fois, je crois. Ouais, je crois que c'était pendant le Covid. Je me rappelle. Ouais, ça a été compliqué de ma faute. Hein, ça a été compliqué. Mais enfin, on y arrive. C'est Margot Lafitte qui nous a mis en relation la première fois. Ouais. On se retrouve dans ce magnifique théâtre de Les Bertaux. Et c'est grâce à Delphine Depardieu. Ouais, c'est grâce à Delphine, avec qui j'ai joué plusieurs fois au théâtre. Et qui m'a appelé et qui m'a dit, bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai dit, bon, quoi, oui, ok, d'accord, je m'en occupe, je vais l'appeler et tout, parce que elle me connaît, on se connaît depuis très longtemps, et elle sait, voilà, que c'est pas de la mauvaise volonté, mais j'oublie les choses, et puis après, la vie avance, et puis voilà, donc elle a pris les choses en main, et elle a fait en sorte d'être sûre que tout allait se passer, et voilà, donc elle a réussi à faire qu'on se rencontre. Donc, merci Delphine, et puis c'est elle aussi qui fait qu'on peut être accueilli dans ce lieu. Oui, parce qu'elle joue en ce moment ici au théâtre, et donc voilà, grâce à elle, on a pu être dans ce très très beau théâtre et Bertaux, qui est vraiment un bel endroit et un bel écrin. Oui. Paul, tu sais que c'est aussi un format audio, ce podcast. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris qui tu étais. Mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les autres personnes? Ouais, en 2 mots, je suis Paul Belmondo, donc petit-fils de Paul Belmondo et fils de Jean-Paul Belmondo. Pour un peu beaucoup de Paul. Beaucoup de Paul. Voilà, je suis un pilote automobile qui aujourd'hui est consultant et joue au théâtre. Voilà. Et donc tu as une passion pour l'automobile et la course automobile depuis très jeune. Comment c'est né? Dans quel contexte tu grandis? Donc tu grandis avec ton père qui a une passion lui aussi pour l'auto, pas forcément pour la course auto, je crois. Alors lui, il aimait bien sûr, il aimait le sport en général, donc il aimait le sport automobile, mais il était quand même lui plus passionné par les belles autos, par les belles voitures, parce qu'il en a eu énormément dans sa carrière. Mais c'est vrai que je dis toujours, c'est toujours compliqué pour moi de vraiment pointer l'origine. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été passionné par l'automobile? Je pense que c'est un ensemble de choses. C'est ce que tu viens de dire. C'est mon père qui était passionné de voitures, qui très jeune m'a mis sur ses genoux avec des belles autos. C'est aussi du côté de ma mère. Lorsque mes parents ont divorcé, elle est partie vivre en Angleterre avec Hugh Hudson, qui était un réalisateur qui a fait Greystoke, qui a fait également Les Chariots de feu. Mais avant ça, il a fait un documentaire sur Fanjo. Et donc j'ai découvert en fait le sport automobile à travers d'abord Fanjo. Donc voilà, je découvre ce qu'est la course avec Fanjo. Et puis déjà le Grand Prix de Monaco 72 que gagne Beltoise. Ce jour-là, Hugues avait réuni tous les gens du film, des amis, pour regarder le Grand Prix de Monaco, parce qu'à l'époque, c'était un des seuls Grands Prix qui était retransmis en direct. Il y en avait très peu. Monaco en faisait partie. Et donc, voilà, on est tous là, et j'ai assisté à cette victoire de Beltoise devant la télé, et ça m'a fasciné. Et 2 ans après, avec mon père, je vais au Grand Prix de Monaco, réellement, et je pense que c'est ça le vrai déclencheur. C'est quoi, donc, comment tu vis cette expérience? T'es à Monaco? C'est à l'hôtel Hermitage, je crois. Ouais. Le fameux hôtel Hermitage. Ouais, faut se mettre dans le contexte, hein. On est dans les années 70, on est en 74. Voilà, 11 ans. J'ai 11 ans, je me réveille, je suis avec mon père, on prend le petit déjeuner sur la terrasse. Donc mon père avait pris une chambre, bien sûr, sur le circuit, donc je voyais la montée de beaux rivages, donc j'étais super excité de pouvoir voir la course. Et la chambre, le hasard fait que la chambre à côté, c'est la chambre de Jackie Hicks. Et donc mon père discute avec Jackie Hicks, me présente, et moi je regarde, voilà, j'ai un vrai pilote de Formule 1 de la chambre à côté, et Jackie gentiment dit, si tu veux, j'emmène ton fils dans les stands pendant les essais libres, pendant la première séance d'essais libres. Et me voilà parti le matin avec Jackie Hicks et vivre une séance d'essais de Formule 1
Bon, inutile de dire que là j'en ai pris plein les yeux parce que j'étais au milieu de tous ces pilotes. Je me souviens de Ronnie Peterson, je me souviens pas de Colin Chapman, mais je me souviens de Ronnie Peterson parce que Jackie Hicks, en rigolant, me présente et en disant tiens, je te présente, c'est mon fils. Alors Peterson est vraiment de recul parce qu'il avait jamais vu, il savait pas qu'il avait un fils. Voilà. Et c'était juste pour que tu puisses passer un peu inaperçu. Et c'est pour que je passe un peu inaperçu. Il m'avait donné, alors moi je pensais que c'était sa licence, mais je pense que ça devait être son pass. Il m'a dit voilà, tu prends ça, puis si on te demande quelque chose, tu dis que t'es le fils de Jackie Hicks. Donc j'avais son pass dans les mains et j'attendais ce qu'on me dise quelque chose pour dire pour pas qu'on me vire des stands. Aujourd'hui, ce serait totalement impossible d'avoir un gamin de 11 ans. Impossible. Bon, à l'époque, ils étaient aussi au bord de la piste, hein. Il y avait pas de rail, il y avait rien. Enfin, c'est une autre époque. Mais voilà, donc j'ai vécu mon premier Grand Prix et là je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire, je veux être pilote de Formule 1. Comme un gamin va passer devant une caserne de pompiers, voir des camions de pompiers, et il va se dire tiens, moi je veux être pompier quoi là. Tu disais ton père, donc Jean-Paul Belmondo a eu beaucoup de très belles voitures, je crois qu'il a eu des 275 GTB, des Ghibli, Dino, Ferrari California, il a tout eu, je pense qu'il a eu presque tout ce qu'on peut imaginer et rêver à voir dans les années 70 hein. Il a vraiment eu beaucoup de Ferrari principalement, mais bon, il a eu aussi Aston Martin, AC Bristol, qu'est-ce qu'il a eu encore, des Morgan, des Austin LA, des Lotus, il a tout eu, je crois. Mais il a eu quelques voitures françaises aussi quand même. Il avait un côté, il connaissait un petit peu, donc il s'intéressait à certaines voitures un peu spéciales qui sortaient des constructeurs français à l'époque, et il les a vues. J'imagine qu'à cette époque, c'est un peu l'époque de l'insouciance, des années 70. Est-ce que t'as dû avoir des expériences de conduite assez jeunes? J'ai conduit très jeune, puisque j'ai conduit, je pense, la première fois où je roule tout seul dans une voiture, enfin tout seul, avec mon père assis à côté, j'ai 10 ans et c'est avec une Mini-Moke. Okay. Donc qui est très recherché maintenant d'ailleurs. Ouais, la première voiture avec laquelle j'ai appris à conduire, à conduire avec des vitesses, à débrayer, freiner, tout ça tout seul. C'est une Mini-Moke. Autrement, sur les genoux de mon père, c'était avec ce qu'il avait à l'époque. Donc ça pouvait être la Mini Cooper, comme ça a été la 275 GTB. Ce qu'il adorait faire, c'est qu'à l'époque, il habitait en dehors de Paris, à Saint-Maurice, au Moulin des Corbeaux, et il y avait un portail. Il arrivait mais à fond sur le portail, il me mettait au volant comme ça, et moi, alors, il fallait que je vise entre les deux. Bon, je pense qu'il avait quand même ses mains en dessous pour corriger le tir, mais moi j'avais l'impression que voilà, je passais tout seul ce portail, je sais pas, à 80, voilà. Donc ça c'était ces grands délires qu'il faisait avec moi. Tu m'expliquais donc qu'il roulait assez vite. C'est encore une fois une autre époque. Ouais, c'est une autre époque, bien sûr. C'est pas pareil. Ça roulait, il roulait très très vite. Mon père, il roulait il roulait à fond tout le temps, avec nous dans la voiture d'ailleurs. Mais il roulait très très vite, comme le chauffeur que mon père avait à l'époque, qui était à Tuel, nous amenait à l'école, vitre fermée, en train de fumer des gitanes dans la voiture. Donc c'est vraiment une autre époque. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, ça paraît inimagé, mais c'était comme ça. Et tu m'as même raconté que il avait l'habitude de faire des donuts, en tout cas de faire des espèces de tête à queue en mini, jusqu'à ce qu'un moment le moteur prenne feu, c'est ça? Oui, en fait, quand on rentrait le soir, si on était sorti dîner à Paris, ou même si on rentrait dans la journée, d'ailleurs, peu importe, avec la Mini, il adorait cette Mini Cooper, d'ailleurs cette Cooper S, et hormis de rouler à fond sur l'autoroute avec la voiture, et quand on arrivait, avant de rentrer justement dans la propriété, il y avait une église, il y avait un petit bar, il y avait un énorme parking en terre cendrée, quoi, en une sorte de terre battue, et il adorait arriver là et puis tirer le frein à main et faire des têtes à queue avec la voiture, et ensuite on repartait et on rentrait dans la propriété comme ça. Et ça c'était quasiment un rituel. Plus nous on lui demandait, on lui disait allez tête à queue, puis jusqu'au jour où il s'est arrêté net, où il nous a sorti vite fait de la voiture, parce que la voiture a pris feu et elle a brûlé. Donc je pense qu'à l'époque c'est les carbus, l'essence a dû remonter dans les carbus et tomber sur les échappements, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin la pauvre Mini Cooper, elle a fini là. Ça a été terminé. Et toi, entre ce moment où tu te dis je veux être pilote et le moment où tu touches vraiment un peu des doigts le pilotage, comment ça s'est passé un petit peu? Je vais à l'école, mais je pense qu'à ça en fait. J'ai qu'une seule idée, c'est de devenir pilote. Donc je passais plus de temps à dessiner des casques de pilote, des voitures sur mes cahiers que faire mes leçons. J'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend de quel côté on se place, d'être dans une école privée.
Et je pense que du moment que mon père faisait le chèque et que moi j'étais vraiment pas complètement nul, je passais de classe en classe, quoi. Ce qui fait que quand mes enfants ont eu l'âge d'aller à l'école, je les ai mis en école publique tout de suite parce que pour moi, école privée voulait dire ne pas travailler. Mais c'était une super école, mais j'ai appris quand même beaucoup de choses malgré tout. Mais voilà, donc je fais ça et quand j'arrive à l'âge de 15 ans, je commence vraiment à m'intéresser à l'auto. Donc j'avais la chance qu'à côté de chez nous, où on habitait avec mon père, c'était la rue de Lille et il y avait donc les locaux d'Auto Hebdo et de Grand Prix Magazine et d'Échappement. Ce qui fait que toutes les semaines, j'allais acheter mes magazines là et je rêvais, déjà je rêvais de cet endroit parce que c'était un journal et qu'il y avait de l'ambiance. Et j'allais acheter mon Auto Hebdo toutes les semaines, mon Grand Prix Magazine tous les mois. Et ce qui m'a permis un petit peu de me renseigner et de comprendre comment on devenait pilote. Et c'est là que j'ai compris que pour devenir pilote, il fallait faire du karting. Et après le karting, il fallait faire une école de pilotage. Donc j'avais bien compris le cheminement. Donc quand j'ai 15 ans et demi, je lis et il se trouve que il y avait une annonce du Racing Kart Buffo qui avait fait une école de pilotage et qui recherchait son pilote pour l'année d'après, donc pour la saison 1980. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire pour devenir pilote. Donc là, tu vas voir ton père et tu lui expliques, papa, je veux être pilote. Le cinéma, ça t'intéressait déjà un petit peu ou moins? Oui, bah si, ça m'intéressait parce que j'aimais le cinéma, parce qu'il faut quand même savoir que voilà, quand je sortais de l'école, j'allais sur des plateaux de cinéma, que ça soit à Épinay, que ça soit à Boulogne, ou lorsqu'ils tournaient dans le sud de la France à la Victorine, ou lorsqu'on partait en vacances, comme quand j'avais 10 ans sur le tournage du Magnifique. Voilà, donc ma vie était aussi, il y avait ce mélange du fait que beaucoup de temps je l'ai passé sur les plateaux de cinéma, donc j'aimais ça m'intéressait, c'était un monde qui me fascinait, mais j'avais une passion, c'était quand même ces voitures. Donc quand je vais sur le Cerveau, je suis plus attiré par la DS coupée en deux qui conduit avec qu'il conduit plus que de regarder une autre scène. Par exemple, ma sœur, elle trouvait plus drôle de le voir suspendu en dessous de la Statue de Liberté avec les billets qui tournent. Moi, c'était plus cette DS qui roulait comme ça qui me fascinait. Donc voilà. Mais je lui dis quand même, voilà, donc je lui dis que je vais faire du kart, mais à ce moment-là, pour lui, le kart, c'est plus un amusement. C'est plus ce qu'il faisait avec ses potes, à l'époque sur la côte, avec Brasseur, ils allaient faire du kart comme ça. C'était un jeu, c'était pas pour devenir pilote. Donc à cet âge-là, il me laisse un petit peu faire. Il me donne l'argent pour pouvoir faire l'école, parce que bien sûr, je travaille pas, donc mais bon, ça coûtait pas très cher. Mais je lui demande rien d'autre. Je me débrouille pour me déplacer, je me débrouille pour faire tout ça. Je lui demande juste de me donner l'argent pour m'inscrire et faire le volant. Et je vais finir second du volant. Ça t'as quel âge à ce moment-là, le premier volant que tu fais? Là, j'ai 15 ans et demi. Quand je passe le volant, j'ai 15 ans et demi. Et la première année de kart, j'ai 16 ans. C'est là où tu y vas en RER. Là, j'y vais en RER parce que j'ai pas d'autres moyens pour y aller. Ouais. Je peux faire que comme ça. J'y vais en RER. RER et stop. Donc je fais le stage, je fais l'école, je fais la finale, je finis comme ça, je finis deuxième. Pour la petite histoire, je rencontre un jeune journaliste à l'époque qui était passionné de kart. Qui m'a fait découvrir beaucoup de choses dans le monde du karting à cette époque-là et les grands pilotes de kart. C'était Lionel Froissart. Donc voilà, donc à l'époque c'était un jeune journaliste qui était pigiste à Auto Hebdo, pas du tout celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Et c'est lui qui me fait découvrir Senna, De Bruyne, Fullerton et Cathy Muller, puisqu'elle était championne d'Europe cette année-là de kart. Donc tu sais que j'ai fait un épisode avec elle. Ouais, je sais. Et c'est comme ça que je découvre véritablement le potentiel et qu'est-ce que représente réellement le karting. Donc c'est grâce à lui pendant que je faisais ce volant au Racing Kart Buffo. Donc là, je crois que si je dis pas de bêtises, après ce volant, tu gagnes un moteur, mais tu n'as pas le châssis, c'est ça? Non, je gagne le moteur, j'ai pas un châssis. Bien sûr, je gagne le premier gagnait un kart complet, le deuxième gagnait le moteur. Donc le Challenge Yamaha se courait dans toute la France. Donc je vais voir mon père et je lui dis voilà, donc j'ai fait ça, est-ce que tu es d'accord de m'acheter un kart? Donc il dit OK, donc il m'achète le châssis, ce qui me manquait, plus un deuxième set de roues. À l'époque, Laurent Buffo était assez en avance, donc
il m'a proposé en fait de laisser mon châssis à l'époque. Maintenant ça se fait partout, mais à l'époque ça se faisait pas, de laisser mon kart aux étards, donc à la piste. Donc j'avais un petit casier, je laissais mon kart là. Donc si je voulais aller m'entraîner, je pouvais aller m'entraîner sur la piste, et puis il me trimballait mon kart de circuit en circuit dans le camion du Racing Kart Buffo, où il trimballait les pièces pour tout le monde, et dedans il y avait mon châssis, il y en avait d'autres aussi. Donc ça m'a permis d'avoir mon kart qui se déplace de course en course. Et moi, soit j'allais avec le camion, donc je faisais le voyage avec eux dans le camion, soit je prenais ma 125 et je me déplaçais avec ma 125. Voilà. Et là, tu m'as raconté une histoire incroyable, parce que tu m'as dit que tu avais fait une course à Valence. Ouais. Donc juste pour les gens qui visualisent pas trop en géographie, Paris-Valence, c'est 600 km. Ouais, c'est ça, ouais, d'autoroute, ouais. Et tu t'es fait l'aller-retour dans le week-end en 125. En 125, ouais. Ça a dû te prendre des heures. C'était assez long, hein. C'était assez long, surtout le retour, parce qu'il pleuvait. Donc l'enfer. Je m'en rappelle encore. Ouais, je me dis aujourd'hui, c'était un truc de dingue, quoi. J'avais vraiment une étoile au-dessus de la tête, quoi, parce que c'est un truc, tu te dis, mais de partir et de faire. Enfin, moi, je me rendais pas compte dans quoi je me lançais, mais non, j'avais un top case avec mes affaires dans le top case. J'avais un sac accroché sur la selle derrière. Et je mettais ma combinaison pluie de cartes sur moi, ma combinaison de cartes qui était à l'époque un cuir. Donc j'étais habillé en cartman complètement sur ma 125, et me voilà parti parce qu'à l'époque les musées de cartes elles étaient en cuir, hein, donc c'était pas comme aujourd'hui. Donc voilà, donc j'étais parti. La seule chose que j'avais, c'est que je mettais des vraies bottes de moto quand même à la place de mes petites chaussures de cartes. Et je me déplaçais comme ça. Mais le retour de Valence avait été épique quand même, parce qu'être rentré sous la pluie, ça avait été quelque chose, quoi. C'était un truc de malade. Et je me souviens, je me mettais à l'aspi dans les camions, les semi-remorques, pour monter plus vite dans les côtes. Parce que du coup, ils roulent toujours à 80, donc ça me permettait de monter plus vite. Donc j'étais à la speed totale dans les camions. Et puis dès qu'on arrivait en haut et puis que ça descendait un peu, là, j'arrivais à prendre 115, 120 avec ma 125. Et là, je l'ai largué et j'ai attrapé un autre wagon de camion, et j'ai roulé comme ça jusqu'à Paris. Donc c'était toujours sur la voie de droite, quoi. Ah bah oui, non, ça, à la gauche jamais, non. Ça, juste pour je les doubler un tout petit peu, juste le temps de les doubler, mais c'est tout. Autrement, non, j'étais toujours sur la voie de droite, je pouvais pas faire autrement. Parce que je roulais pas plus vite sur le plat, je devais être à 110, et puis, 120, 125 peut-être dans les descentes maximum. Et 80 comme eux, 85, 90 dans les montées. Tu sais que je pense que toi, comme moi, si on voyait une 125 sur l'autoroute, on se dirait, qui est ce fou? Ah, aujourd'hui, ouais, non, bien sûr, mais t'as personne qui... Enfin, quoi qu'aujourd'hui, maintenant, faut rouler doucement, donc tu pourrais avec une 125. C'est pas il y a un moment donné, c'était limite, mais... non, mais c'est des super souvenirs, sincèrement. C'est des souvenirs, voilà, ça fait partie, ça montre aussi la détermination que j'avais à l'époque, et l'envie que j'avais de faire ça, et j'avais pas d'autres moyens de le faire, je pouvais pas faire autrement. Donc non, c'est des super souvenirs, ouais. T'as 18 ans, tu passes ton bac, et là tu te dis, je vais me mettre à 100% dans le pilotage. Comment ça se passe un peu pour toi? Ouais, on est en 82. Donc en 80, j'ai gagné la finale du Challenge Yamaha. Donc j'essaie de passer l'étape au-dessus, donc d'aller en catégorie inter. Et très vite, je me rends compte que l'inter c'est compliqué, c'est-à-dire de continuer à faire du kart tout seul dans mon coin avec mon pote Jérôme qui m'aide à faire la mécanique. Face à des équipes très très structurées, avec des mecs qui allaient vraiment très très vite, qui ne faisaient pas que ça, mais qui étaient presque des semi-pros. J'ai vite compris que il fallait très vite passer à l'étape supérieure, et je m'inscris au volant Elf. Mais en même temps, je travaille aussi à l'époque dans le cinéma, parce que j'ai toujours dit à mon père que je ferais les deux. Donc je suis assistant à la réalisation, et je m'inscris pour le volant Elf aussi, et tenter ma chance. C'est à ce moment-là que tu étais assistant réel sur l'As des As, c'est ça? Ouais, j'ai fait T'empêche tout le monde de dormir, et après j'ai fait l'As des As, ouais. Et il a pas été, je vais pas dire qu'il a pas été tendre avec toi, mais en tout cas il y avait pas de favorisation parce que tu étais le fils Belmondo. Non, surtout pas. Non, ça il m'a toujours dit, on m'a toujours donné mes responsabilités, et vraiment il m'a dit voilà,
pas que pour la désastre, mais aussi quand j'ai commencé à travailler d'abord pour le film de Lausier, T'empêches tout le monde de il m'a dit c'est impératif que tu arrives avant tout le monde et que tu partes après tout le monde. J'ai dit hors de question d'être en retard et il est hors de question que tu partes avant la fin du tournage. De toute manière, j'étais assistant à la caméra à l'époque et de toute manière, tu étais obligé puisque en fin de journée, c'était moi je m'occupais bien sûr déjà j'avais la responsabilité de mettre les bobines, enfin de changer les bobines dans le charging bag et de mettre les bobines dans les boîtes. Aujourd'hui, ça se fait plus, mais à l'époque c'était comme ça. On faisait ça dans le noir, sans le voir, d'appeler le labo, de faire livrer les trucs, de faire livrer les bobines au labo, tout ça. Donc de toute manière, là, je partais après. Mais sur la désastre aussi, même chose, arriver avant et partir après tout le monde. Donc t'as cette expérience en cinéma et en même temps donc tu vis ta vie de pilote. Je continue à vivre ma vie de pilote puisque je m'inscris au Volant Elf. Que tu as fait 2 fois, je crois, si je dis non, pas une seule fois, mais j'ai dû passer 2 fois pour le gagner, en fait. C'est ça, exactement. La première fois, ils ont refusé pour pas que tu sois favorisé, c'est ça? Non, alors en fait, pour la faire courte, le jour de la finale, il pleut, en fait. Ouais. J'ai toujours dit que pour moi, le pilote le plus rapide ce jour-là, enfin, celui qui aurait dû gagner le Volant Elf, pour moi, c'était Franck Gaillet. Parce qu'il nous avait atomisé en demi-finale, il nous avait atomisé à la finale blanche. Et il aurait dû nous atomiser le jour de la course. Et Franck Gaillet faisait partie de la famille qui avait les bonbons Haribo. Okay. Et je pense que ce jour-là, il s'est posé des questions sur est-ce que c'est ce qu'il veut faire ou pas. Est-ce qu'il veut devenir pilote ou continuer de travailler dans l'entreprise familiale? Et je pense qu'il s'est posé énormément de questions. Et je pense qu'il a pas gagné, c'est pour ça. Mais il aurait dû nous battre tous ce jour-là. Il était pas présent, tu veux dire, psychologiquement. Je pense que psychologiquement, il était pas là ce jour-là. Et le jour d'une finale, il faut être là. Donc on fait la finale. Donc moi je passe. Le premier passage de tous les pilotes, je suis le plus rapide sur un tour, le plus rapide sur 5 tours. Donc normalement j'ai gagné le volant. Et le jury se réunit et disent peut-être il y a un pilote qui est pas passé dans les mêmes conditions que Paul. Il faut qu'on les fasse repasser parce qu'on peut pas comme ça dire tout de suite, on risque de nous le reprocher. Donc je suis repassé une deuxième fois avec Jean Guicasse et j'ai gagné une deuxième fois le. C'était avec Jean Guicasse. C'était avec Jean Guicasse qui court en historique, ouais. Tout à fait. J'ai fait un épisode avec Camille Guicasse. Ouais. Je l'ignorais complètement. Ouais. Donc c'est avec Jean Guicasse et donc voilà, donc je suis repassé, j'ai regagné une deuxième fois. Et voilà comment j'ai dû passer 2 fois pour gagner le Volant Elf. Parce qu'ils avaient cette petite crainte de se faire taper sur les doigts par la suite. Oui, je pense. Genre, je sais qu'à l'époque, après, je suis retombé sur des papiers et je sais qu'il y avait une personne du jury qui vraiment avait été très insistante. Je sais pas qui c'est pour que je repasse une deuxième fois. Les autres étaient d'accord. Ils avaient dit mais il y a pas de raison. J'avais été le plus vite. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion. Et en fait, voilà. Donc, et ça a été. Et après, Jean est venu faire, je crois, 1 ou 2 courses, mais il a très vite arrêté. Et puis, je crois que lui aussi, il est parti dans le travail familial et il est revenu à la course beaucoup plus tard dans l'historique. Donc, tu gagnes ce Volant Elf, saison en Formule Renault. Comment ça se passe à ce moment-là? Bah, écoute, ça se passe. La première course se passe plutôt bien. C'est Nogaro. Il pleut encore. Je crois que je dois finir 5e ou 6e, je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, je sais que j'étais le premier de tous les volants, puisqu'à l'époque, c'était déjà un peu le deal qu'on avait, c'était d'être devant, d'être toujours le meilleur des volants, des débutants. Donc ça se passe bien. Donc je dirais que la première course se passe, on va dire, plutôt bien. Et c'est à la deuxième où ça se passe moins bien. Parce qu'à la deuxième, on est pendant les essais libres, on est à Albi, on est en 1983, donc la sécurité de l'époque, il n'y a pas de commissaire bien sûr pendant les essais, il y a rien. Et Paoli tombe en panne, moi je suis tombé en panne, donc je rentre à pied au stand. Paoli tombe en panne à la sortie du virage du restaurant avec sa voiture quasiment au milieu de la piste. Et j'arrive et je me dis, cette voiture, elle peut pas rester là parce que si elle reste là, il risque d'y avoir un accident, un concurrent risque de percuter la voiture. Donc je vais aider Paoli à pousser sa voiture pour l'enlever de la piste. Et à ce moment-là, Dupuis Maisonneuve arrive et Dupuis me percute. Mais comme j'ai pas de casque, j'entends la voiture arriver, donc j'ai le temps de me retourner et en fait pas de sauter, mais en tout cas au moins de me soulager.
et il me percute, et là je monte à Dominique m'a dit, lui il croyait qu'il m'avait tué, hein, bien sûr, donc il m'a vu monter en l'air à je sais pas combien, et je retombe, donc je perds connaissance, je perds mes dents, je suis ouvert là, ouvert partout, et voilà, et je me retrouve à l'hôpital au bout de ma deuxième course. Donc là, t'es abîmé. Paoli aussi, je crois. Paoli très abîmé, puisque lui, il avait le casque, donc il n'entend pas les voitures arriver. Donc en fait, lui, il est en train de pousser, donc il est en train de faire un effort sur la voiture, et en fait, ça lui brise les genoux et les chevilles. Et malheureusement, il a jamais pu retrouver la mobilité pour pouvoir rouler et continuer de courir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir revenir, donc je rate bien sûr la course d'Albi, je rate la course de Manicourt, je reviens à Pau et je fais 3e à Pau quand je reviens en Formule Renault pour en fait ce qui n'est que ma 2e course de Formule Renault. C'est incroyable. Et tu vois, j'imaginais la scène de ton père qui vient te voir à l'hôpital pour ta 2e course. Est-ce que là finalement le fait que il est connu aussi pour être cascadeur, tu sais, il y a un mec que j'aurais adoré avoir sur ce podcast, c'est Rémi Julienne. Et je crois qu'ils étaient assez proches. Très proches, ouais. Est-ce que tu penses que justement son attrait pour la cascade fait il t'a pas forcément, il a pas eu ce regard du père, tu sais, inquiet? Je pense qu'il a été très inquiet. Je crois qu'il est en train de tourner le Marginal à l'époque. Il me semble, hein. Je crois que c'est le Marginal. Je crois que c'est le Marginal. Faudra regarder les dates, mais je crois. Donc, il est à Marseille, il vient en avion privé. On pouvait prendre des avions privés à l'époque. On peut toujours, mais après, ça fait, oui, voilà, bref. mais à l'époque, on pouvait. Il y avait personne qui disait rien. Ouais. Voilà. Donc, il vient en avion privé, il vient me voir à l'hôpital, il est rassuré, donc les médecins le rassurent. La chance que j'ai eue aussi, c'est qu'il y avait un très très bon stomatologue à l'époque à Albi qui m'a vraiment bien réparé parce que j'avais quand même un bout de lèvre à gauche et un bout de lèvre à droite. Hein. J'étais quand même coupé complètement en deux comme ça. Ça a dû te faire peur quand tu t'es vu dans le miroir, non? Et quand je me suis vu la première fois dans la glace, j'ai eu très peur. J'ai vu Frankenstein. J'ai même sursauté réellement tellement j'étais pas Jojo. Donc mon père a pas dû être rassuré de voir ma tête comme ça. J'avais plus de dents, hein, parce qu'elles étaient toutes parties. Elles sont restées sur la piste à Albi. Et donc il lui a expliqué, lui disant voilà qu'il y avait pas de souci, que j'aurais pas de séquelles, que tout allait bien se passer, si ce n'est d'avoir une cicatrice, mais que ça allait se remettre, ainsi de suite. Donc voilà, donc il m'a vu, il est reparti parce qu'il tournait, donc il pouvait pas rester, donc il est rentré et moi je suis sorti de l'hôpital, je crois 2 jours ou 3 jours après, et voilà, et j'ai eu un mois de convalescence, parce que j'avais quand même pris un bon pet au casque et je pense qu'aujourd'hui on appelle ça des commotions cérébrales. À l'époque non, et donc il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour récupérer. Je marchais pas droit, quoi. Quand on me faisait marcher les yeux fermés, je partais à droite ou je partais à gauche, mais j'avais complètement perdu ça et puis c'est revenu tout doucement. Et il t'a donc toujours plutôt soutenu? Toujours. Même si il t'a jamais poussé à plus faire du cinéma que... Ah, toujours. Ah, aussi. Les deux. Suis ta passion, mais fais un peu de ciné quand même. Tout le temps. Ouais. Je pense qu'il y avait pas un repas, il y avait pas un week-end, il y avait pas une fois où parce que je continuais à aller sur les plateaux de cinéma, je continuais à y aller tout le temps. Je veux dire, c'est pas parce que je faisais de la course que je n'y allais plus, mais il continuait toujours à me dire, mais tu devrais faire du cinéma. Il me disait toujours, quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries et que tu vas faire du cinéma? Donc ça, c'était sa grande phrase. Donc il me disait ça en permanence. Et moi, voilà, dans ma tête, c'était pas possible. Dans ma tête, j'étais pilote, j'avais un objectif, c'était devenir pilote de Formule 1, et il y avait rien d'autre autour. Donc tu fais ton retour à Albi, tu finis 3e alors que à Pau. À Pau. Ouais. En plus c'est le petit Monaco, c'est le circuit en ville. Ouais. Donc c'est quand même un circuit mythique. Ouais. Et là, comment ça s'enchaîne après? Après, il y a Pau. Après, alors, je me rappelle plus toutes les courses, mais je sais qu'il y a la Chartres où je vais refaire le podium. Je crois que c'est Yannick Dalmas qui gagne la course. Moi, je fais 2e. Après, il y a d'autres courses où je dois faire des résultats. Ah si, j'ai mon carton à Charade. On n'en a pas parlé, qui a été ma première sortie de route réelle en voiture. Parce qu'à l'époque, on courait sur le grand circuit, donc sur je sais pas combien il faisait de kilomètres, 10 ou 12 kilomètres, j'en sais rien. Donc on était sur le grand circuit. Je me qualifie au milieu de grille. On est en course. Je suis 6e de la course. Je me rappelle comme c'était hier, mais vraiment c'est incroyable. Donc tu avais cette grande descente où on descendait jusqu'au virage de Grave-Noir en bas. Je crois que c'est Grave-Noir que ça s'appelait. Ouais, je pense. On arrivait jusqu'en bas de ce virage qui est un virage très rapide sous la pluie. Et je m'en rappelle. Dans la descente, j'allais très très vite, donc j'avais Maisonneuve qui était 5e, qui était devant moi, donc il me bloquait dans la descente, et lui était plus rapide que moi dans la montée, donc il y avait une moitié, on faisait l'accordéon comme ça. Puis à un moment donné, je me dis, bon, ça va être compliqué, vaut mieux assurer une 6e place, c'est mieux que rien,
Et je suis arrivé, je suis parti en aquaplaning. Je dis bon, je vais sortir de la route, c'est pas grave. Je vais taper le rail, c'est pas grave. J'ai jamais tapé dans un rail de ma vie. Moi, je suis néophyte en course de voiture. Hein, et alors là, je me prends un pet. Je me rappelle comme c'est hier, mais vraiment, ça m'a assommé. La voiture pulvérisée, tête du péroné donc fracturée. Et je me dis bon, ok, la prochaine fois que je vais aller taper un rail, je vais me recroqueviller, je vais vraiment essayer d'amortir le choc le plus possible. Depuis ce jour-là, j'ai toujours fait ça. Mais ça m'a pas empêché. J'ai continué à courir la course d'après et je vais gagner au Bugatti ma première victoire en Formule Renault. La classe, gagner au Bugatti quand même. Et tu me racontais une histoire assez marrante. C'est sur le podium, tu te retournes vers le public. Ouais. Bah, en fait, il y avait le speaker qui était donc quand je gagne la course. On est dans la ligne droite des stands, hein, dans ce très beau circuit du Mans. On est sur le podium et là le speaker dit maintenant messieurs retournez-vous face au public. Et on se retourne et je pense qu'il devait y avoir 2 personnes dans ces tribunes qui en contiennent comme nous là aujourd'hui finalement. Exactement comme qui en contiennent 100 000 et ça m'avait fait marrer quoi, ça m'avait fait rigoler de voir ce truc vide, voilà. Donc j'ai eu la chance de gagner au Bugatti et de gagner au Mans. Ouais. Et est-ce que c'est cette période-là, donc t'as 21 ans à peu près, on est en 84, et je crois que t'as une première proposition pour faire les 24 heures du Mans. Alors en 84, donc ça c'est l'année après, donc c'est ma première année de Formule Renault, de Formule 3. Ouais, en fait, on me propose d'aller au Mans. Donc à l'époque, j'avais une fiancée très connue. Stéphanie de Monaco. Voilà. Et donc il y a un dîner au moment du Grand Prix au Palais et il y a Jackie X qui est là. Et Jackie, je lui dis écoute, donc on est au mois de mai, je lui dis écoute, on me propose de faire Le Mans. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, c'était le Monsieur Le Mans, hein, c'était à l'époque, voilà, c'était la référence. Et il m'avait connu enfant, donc bien sûr. Et il me dit, bah écoute, il me dit, moi je pense que c'est un peu tôt. Il me dit, je pense que tu devrais attendre pour le faire. Et je l'écoute, donc je refuse parce que mon sponsor engageait une voiture, c'était Newman, ils engageaient une voiture au Mans avec Pescarolo et Klaus Ludwig. Et donc je refuse et je dis non, je fais pas le Mans. Et ils ont gagné le Mans avec John Winter. Mais bon, peut-être si moi j'avais roulé sur la voiture, peut-être j'aurais planté la caisse et peut-être Pesca n'aurait pas gagné le Mans cette année-là. Donc c'était une bonne chose pour lui, une moins bonne chose pour moi, parce que j'aurais pu bénéficier de l'expérience et du talent de Ludwig et de Pesca, puisque je crois que John Winter, il a dû rouler 1 heure, voire 2 heures dans la voiture et il a gagné le Mans. J'aurais pu bénéficier de ça, mais voilà. Tu découvres le Mans l'année d'après, c'est ça? Je cours l'année d'après en 85, donc toujours chez Just. Et là, ça a été un peu plus douloureux, puisque j'ai une anecdote plutôt drôle et une moins drôle. La drôle, c'est que je reconnais le circuit avec Klaus Ludwig, donc il m'explique un petit peu ce qu'il faut faire au Mans. Donc il me dit bien sûr faire attention quand on arrive parce qu'à l'époque on avait la grande ligne droite. Il n'y avait pas la chicane. Il n'y avait pas les chicanes. Donc il me dit quand tu arrives, tu soulages un tout petit peu pour remettre du poids sur l'avant de la voiture pour éviter d'avoir le risque qu'elle s'envole. Donc parce que les vitesses c'était quoi? C'était 350. On arrivait à 380 à peu près. Ouais, c'est donc incroyable. Donc après on prenait le virage d'Inaudière à fond. Donc on prenait le virage à 350, 380 et puis on arrivait sur la bosse. Il me disait quand t'arrives sur la bosse, tu soulages un tout petit peu pour faire un transfert de masse. Justement pour être sûr que la voiture ne décolle pas. Donc il me dit ça et on arrive au virage d'Indianapolis, il me dit là t'arrives, tu lèves et à fond. Bon, je regarde le virage, ça me paraît quand même relativement fermé, mais bon, j'ai jamais roulé dans des protos, j'ai jamais roulé dans ces voitures-là. C'est là où il t'avait dit lift and flat, c'est ça? Il me dit lift and flat. Donc arrive, bien sûr, je découvre comme toujours au Mans, tous ceux qui ont fait le Mans, ils savent que ça se passe toujours comme ça. Quand t'es le 3e pilote, au lieu de rouler de jour, tu vas rouler de nuit parce qu'il y a eu des merdes sur les voitures, il y a eu des problèmes. Donc tu commences à faire tes premiers tours d'euro de nuit, donc ce qui est mon cas. Et j'arrive sur ce fameux virage d'Indianapolis. On arrive à 350. Et je lève et je freine, quoi. Je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas faire lift and flat, quoi. C'est pas possible. Et puis, j'essaie 1 fois, 2 fois. Puis, à la 3e, je fais ce qu'il me dit. Donc, je lève et je remets à fond. Et je pars dans un monumental tête à queue. J'en fais je sais pas combien. Et j'ai eu encore une étoile au-dessus de ma tête ce jour-là. Parce que je vais rien toucher. Je vais rester entre les rails tout le long et finir tout au fond du gauche d'Indianapolis, dans le bac à sable.
Je redémarrais, rentrer au stand avec des roues carrées, ainsi de suite. Et là, il vient me voir, il me dit I'm so sorry, it's not lift and flat, it's brake and fifth. Donc c'était frein et 5. Et moi, j'étais passé quasiment à fond. Enfin, donc inutile de dire que ça ne pouvait absolument pas passer. Et c'est pas à ce moment-là aussi d'ailleurs que t'as Pesca qui... Alors ça, c'est quand je me plante le matin. Ça, c'est sortie des essais. En fait, ils me mettent des pneus neufs. Ils ne me le disent pas, donc je sais pas que j'ai des pneus neufs sur la voiture. Et je sors, et au moment où j'accélère, donc c'est à l'époque des turbos, un double turbo sur les 956, et là le turbo se met en route, et je pars en tête à queue, et je tape le rail à droite, et je pulvérise la caisse. Donc inutile de dire, la honte de te planter à la sortie des stands, donc déjà ça, tu sais pas où te foutre. 2, tu fais arrêter de la course. Et 3, au même moment, Pesca arrivait. Donc non seulement j'ai foutu ma course en l'air, mais j'ai failli foutre en l'air la course de Pesca où il est en train de gagner le Mans. donc voilà. Donc ça avait frôler le drame national. J'ai failli frôler le drame national pour lui, le drame pour l'équipe, parce que déjà j'avais enlevé une voiture, j'ai failli enlever la deuxième qui était en tête. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais après, j'ai été puni les 3 éditions suivantes, puisqu'à chaque fois mes équipiers sont sortis de la route. À chaque fois à peu près à la même heure, à chaque fois c'était aux alentours de minuit, donc j'ai été puni 3 fois. T'as quand même pris ta revanche sur Le Mans plus tard, oui, en LMP2. Bien sûr, tout à fait. T'as eu ton écurie aussi. J'ai eu mon écurie, j'ai pu finir Le Mans la première fois, c'est avec la Venturi, et puis après avec la Viper, et puis après avec la LMP2, avec la Cura, j'ai pu connaître de monter sur ce podium avec mon écurie où on a fini, l'autre voiture a fini 2e, moi j'ai fini 3e, et de connaître cette joie d'être sur le podium, de ce coup-ci de me tourner vers le public et d'avoir une marée humaine puisque c'était pendant les 24 heures du Mans, et de vivre ce grand moment-là, et qui a été mon dernier grand moment de course automobile. Ouais. C'était en 2005, c'est ça? 2005, ouais. Pour revenir un peu à ta carrière en monoplace, donc là tu sors de Formule Renault, tu passes en F3. Ouais. C'est là où tu retrouves Cathy Muller, non? Cathy Muller, je la retrouve elle en fait en 85, pas en 84. Non, excuse, oui, tu as raison, c'est en 84, exactement, c'est la dernière course en 84. Elle a été partie faire le championnat d'Angleterre. Elle est venue faire quelques courses, les 2 courses françaises du championnat d'Europe, donc Nogaro et Manicourt. Et elle est venue faire la dernière course à Albi, qu'elle a gagnée. Et donc là j'ai croisé Cathy à ce moment-là en Formule 3, puisqu'on n'avait pas roulé avant, parce que on avait 1 an d'écart. Elle avait gagné le volant Elf l'année avant moi. Donc là j'ai roulé avec Cathy, et Cathy nous avait battu à Albi. Alors moi j'avais fait le record du Tour ce jour-là, donc c'était mon premier record du Tour en F3. Mais j'avais déjà gagné, j'avais fait 3e à la première course. C'était notre 2e course à Albi cette année-là. On faisait l'ouverture et la fermeture. Et à l'ouverture, j'avais fini 3e, qui était ma première course en F3 à l'époque. Donc ça se passe plutôt bien. Plutôt une bonne saison, des bons résultats. Mon seul regret, c'est peut-être Dijon, où je pense que j'aurais dû être plus agressif et plus méchant, parce que je pense que j'aurais pu gagner cette course-là. Avec des si, on peut tous gagner, mais en réfléchissant aujourd'hui, je sais que j'aurais dû être moins gentil, et c'est quelque chose qui a souvent été un petit peu, je pense, mon défaut quelque part. Voilà, je me suis dit ça sera pour la prochaine, et j'étais très content de finir 2e derrière Grouillard. J'étais plus que dans son échappement, parce que ce jour-là, je sors à côté de lui, et j'aurais dû être, je pense, plus agressif sur lui pour essayer de gagner la course. Tu veux dire que c'était mon équipier, donc mais je pense que à ce moment-là de la saison, j'aurais dû être plus agressif. À Albi, j'étais obligé de rester derrière. Je suis resté derrière lui, je le protégeais pour être sûr qu'il gagne le championnat de France, et qu'on lui enlève. J'aurais pu finir. Enfin, ça n'a pas été un problème. Il n'avait pas besoin de moi pour gagner le championnat. Olivier, il l'a gagné tout seul. Hein. Ne pas dire ce que je ne dis pas. Mais juste sur cette course-là, Hugues de Chonac m'avait demandé de rester derrière pour éviter que de la Valade le double, justement. Donc tu as ce côté compétiteur depuis l'enfance avec ton père, mais tu n'avais peut-être pas ce côté un peu entre guillemets hargneux. Tu sais, j'ai fait un épisode avec Kevin Estre, tu sais, qui est connu pour son pass on the grass, qui est spectaculaire, et il a ce côté, dès qu'il met un casque, c'est un autre homme. Tu sais, il est très gentil comme le plupart des pilotes d'ailleurs, mais ça devient une machine de guerre presque
avide de victoire, juste, tu vois. Ouais, non, mais changer, bien sûr. Moi, je voulais gagner. J'étais pas un gentil non plus. Mais voilà, par moment, il m'a manqué certainement une certaine agressivité, ou en tout cas d'être plus vicieux peut-être que voilà. Ça m'a joué des tours. Ça me l'a joué une autre fois avec Jean à Zolder en Formule 3000. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la différence entre un pilote qui a fait 100 et quelques grands prix, qui a gagné un grand prix de Formule 1 et un qui les a pas gagnés. Je parle de Jean Alesi. Je parle de Jean Alesi, bien sûr, c'est la différence. Ce jour-là, on est à Zolder, on se bat pour la 5e place. Jean vient de faire une très mauvaise saison et il a le couteau sous la gorge et moi, comme un enfant de cœur, j'arrive, je vais pour le doubler par la droite et il m'emmène dans l'herbe et je sors. Mais voilà, j'aurais dû me douter et faire ce que lui m'a fait. C'est moi qui aurais dû lui faire. Mais c'est la différence. Après cette saison, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu changes d'équipe? Je change d'équipe parce qu'en fait, mon sponsor Newman à l'époque me dit que, puisqu'à l'époque, Hugues de Chonac avec Oreca était sponsorisé par Marlboro et il le sponsorisait en Formule Renault, en Formule 3, en Formule 2, et ils me disent, écoute, si tu restes chez Oreca, ça sera compliqué pour Hugues de te donner le même, en tout cas, même s'il va te donner le même matériel, inconsciemment, il ne pourra pas, si à un moment donné, il faut choisir entre un pilote et un autre, il sera obligé de choisir le pilote soutenu par Marlboro, qui à l'époque était Yannick Dalmas. Et donc, on décide d'aller chez David Price. Est-ce que c'était un bon choix ou un mauvais choix? Je sais pas. Je suis pas sûr je pense pas que Hugues aurait fait ce choix-là tel que je le connais aujourd'hui, mais à l'époque je le connaissais pas suffisamment. On n'avait fait qu'une seule saison ensemble. Après, en réfléchissant, je regrette pas le choix que j'ai fait d'aller avec David Price, mais peut-être les choses ne seraient pas passées comme on a pu imaginer que ça allait être le cas chez De Chonac. Donc je suis parti chez David Price. On commence la saison avec une Ralt de l'année d'avant où je fais 2 podiums à Manicourt et à Nogaro, et on change et on passe sur la Reinhardt qui était la première Reinhardt de Formule 3. Et la voiture avait été conçue pour les Yokohama en Angleterre, et en France on utilisait les Michelin. Et on a eu beaucoup de mal à adapter la voiture à fonctionner avec les Michelin. Jusqu'à l'été, et à partir de l'été ça a commencé à mieux marcher jusqu'à ce que je gagne à Albi où je fais pole, record du tour et victoire. T'as une vraie histoire avec Albi, le premier accident. Ouais, avec Albi, j'ai eu mon accident, j'ai fait mon premier podium en F3, j'ai fait mon premier record du tour aussi, j'ai fait ma première victoire. C'est un circuit qui a toujours été très important pour moi. J'ai eu toujours une bonne réussite. C'est assez bizarre parce que d'un côté il y avait Albi qui était un circuit très rapide et puis de l'autre côté il y a eu Pau aussi. J'ai eu souvent des bons résultats. Donc 2 circuits qui ont strictement rien à voir, mais peut-être le sud-ouest de la France qui me va bien. Et en parlant de sud, c'est pas le sud-ouest pour le coup. À Monaco, je crois que t'as une petite altercation aussi. Avec Yannick, ouais, ça c'est avec Dalmas, Yannick Dalmas. Avec Yannick Dalmas, oui, pardon, ouais, c'est vrai, je dis les prénoms, mais avec Yannick Dalmas. Donc c'est Grand Prix de Monaco. Donc à l'époque, Monaco en F3, c'était le championnat du monde pour nous. Hein, c'était très très important. C'était la course la plus importante de l'année. Et tu pouvais rater toute ta saison, mais si tu gagnais Monaco, tu sauvais la saison. Donc c'était vraiment, et en plus de ça, tu avais tous les pilotes du monde entier qui venaient, de tous les championnats, et c'était vraiment très très relevé. Et je me qualifie, je crois, en milieu de grille, et je dois être, je sais plus, mais enfin bon, bref. Il y a ce départ, et au départ, je crois que c'est Pierre Petit et Pierre-Henri Raffanel qui s'accrochent, je suis pas sûr. Enfin, il y a un accrochage devant, en tout cas sur les 2 premières lignes, et tout ce qui est derrière, on s'empile tous dans la montée du beau rivage. Mais c'est un tas de Formule 3. Et moi, j'arrive à passer. J'ai un aileron cassé devant, mais j'arrive à passer. Et Yannick passe aussi. Et une fois de plus. Et moi, je me dis, bon, c'est bon, là, on s'est sorti du truc. Maintenant, il n'y a plus qu'à être calme. Et je monte et je suis côte à côte avec Yannick. Et Yannick m'emmène dans le rail et je tape le rail. Il m'a peut-être pas vu, peu importe. Enfin, j'en ai voulu à Yannick ce jour-là, mais bon, je lui ai fait, mais je pense toutes les insultes possibles, imaginables au bord de la piste. Il y a des doigts d'honneur qui ont dû passer, je pense. Des doigts d'honneur, tout ce qu'on veut. Jusqu'à ce que malheureusement il abandonne lui aussi. Donc il a abandonné aussi la course et voilà. Mais c'est comme ça. Mais c'était dommage parce que ce jour-là,
la moitié du peloton avait abandonné, quoi. Il y avait plus il y avait vraiment moyen de faire un gros résultat. Donc j'étais surtout très frustré par rapport à ça. Plus que ce qui s'était passé sur le moment, c'était Yannick parce que c'était l'excuse. Mais après, quand une fois que tout redescend, tu réfléchis et tu dis c'est quand même con parce que ce jour-là, il y avait moyen de faire un super résultat à Monaco. J'ai l'impression que jusqu'à cette période-là, c'était assez facile pour trouver des sponsors parce que t'avais Newman qui t'a suivi très vite. Et je crois que Newman se fait racheter à ce moment-là. Et là, ça devient plus compliqué pour passer à l'étape supérieure, la Formule, la F3, la F3000, pardon. La F3000, ouais, c'est les premières années de la F3000. Ouais, donc ça, c'est, donc là, normalement, pendant l'année 85, on discute pour passer en F2. Si mes souvenirs sont bons, je pense on rediscute de nouveau avec De Schonack pour passer chez lui, pour revenir chez lui. Donc c'est en Formule 3000, donc on envisage vraiment ce passage-là. Et malheureusement, Newman est racheté et très souvent quand c'est comme ça, quand un groupe rachète une boîte comme ça, ils décident d'arrêter toute la com qui était faite avant. Donc ils arrêtent Le Mans avec Yost et ils arrêtent avec moi mon programme de course auto et ce qui était prévu. Donc je me retrouve sans sponsor très très tard. Et j'ai vraiment cru que pour moi ça allait s'arrêter là. Mais heureusement à cette époque-là, la Formule 3 ne coûtait pas trop cher. Donc j'arrive à me débrouiller à droite à gauche, à trouver des budgets, mais vraiment très très tardivement. Et je fais un deal avec David Price pour rouler en 86. Et ça a été très compliqué. J'étais avec Giroux comme équipier. On a vraiment galéré. On avait vraiment beaucoup de mal à faire à ce que la voiture fonctionne. Et c'est vraiment, et en plus de ça, moi j'ai été malade. J'ai fait de l'hypoglycémie d'une manière très 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 forte. Donc ça t'a bousillé une moitié de la saison? Donc ça m'a bousillé une moitié de la saison et il y a que l'autre moitié où ça a commencé à mieux marcher, mais bon, pas de résultat vraiment significatif. Et je me dis bon bah voilà, je serai jamais pilote de Formule 1, ça va s'arrêter. Et arrive Jean-Paul Driot, René Arnoux et Gilles Guignot et qui me disent voilà, on crée une équipe qui s'appelle le GDBA, on va monter en Formule 3000 et on aimerait que tu sois un de nos pilotes. Et là, c'est vraiment le truc de la dernière chance, quoi. C'est le cadeau du ciel, presque. C'est le cadeau du ciel qui tombe. Une demande un budget qui doit être 20% de ce que coûte la saison. Donc, bien sûr, je trouve le budget pour le faire. Et me voilà parti en Formule 3000 dans une super structure et ça m'a relancé de nouveau. Voilà, donc la saison, je crois que je finis 5e à Pau encore en 3000. J'ai failli marquer des points dès la première course à Silverstone où je finis 7e ou 8e, mais je suis en bagarre pour la 6e place avec Pierluigi Martini et on s'accroche dans la chicane. Voilà, donc la saison s'est plutôt bien passée. Et j'ai une proposition, on s'entend pas avec Jean-Paul pour une connerie, même après on en a discuté, c'était idiot, mais c'était comme ça. Et je vais rouler dans l'écurie officielle Lola avec Mark Blundell. Et la Lola est mal née. Et comme nous on est l'écurie officielle, on reste sur la voiture d'origine, puisqu'on a l'ingénieur de la voiture. Et GDBA avec Grouillard et Trollet, eux, modifient la voiture, changent la voiture, ils vont faire une super saison et nous on va faire une saison catastrophique. Enfin quand je dis catastrophique, on va faire des 8e, des 9e places, je crois. Et à cette fameuse course de Zolder où enfin on va dans le sens de ce qu'avait fait GDBA, donc la voiture se met à marcher. Et je suis en train de remonter et je m'accroche avec Jean à l'époque, ce qui était une 5e qui aurait pu être une meilleure place parce que ça marchait très bien. Jusqu'à Dijon. Au Dijon, je me qualifie devant Damon Hill, donc je crois 10e ou 11e, un truc comme ça. Je crève, premier tour, donc je rentre dans les stands. Je ressors devant Martin Donnelly, donc devant le premier de la course, et il me rattrape pas, et je remonte tout le monde, et je finis, je crois, 8e de la course. Donc c'est 2 courses où j'aurais dû très certainement faire 2 gros résultats en Formule 3000 qui n'ont jamais existé. Mais moi, je savais ce que j'étais capable de faire, et l'équipe savait aussi de mes performances. Donc c'est l'avantage du sport automobile, c'est que tu ne peux ne pas faire un résultat, mais tu sais ce que tu as fait, donc tu sais où tu te situes. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu commences à faire du Dakar? J'ai commencé à faire le Dakar donc en 89, le premier. Okay. Donc c'est l'année d'après.
où je fais mon premier Dakar, où c'est Jean-Claude Chaumarin qui vient me voir et qui me demande si je veux faire le Dakar et si je veux faire l'assistance de l'équipe Kawasaki. Donc je trouve que c'est une bonne occasion de découvrir le Paris-Dakar. C'est un truc qui m'intéressait. Moi, je voulais tout faire en sport automobile, tout m'intéressait. Et mon coéquipier à l'époque, c'était Pierre Tourlier, qui était le chauffeur de François Mitterrand, donc du président. Incroyable. Et à l'époque, comme je sais que t'aimes bien les petites anecdotes, pour la petite histoire, notre voiture, donc avant d'aller d'être mise en parc fermé à Versailles le lendemain, elle a passé la nuit à l'Élysée. Au milieu des voitures officielles de l'Élysée. Donc on est rentré dans l'Élysée avec le 4x4 et alors je sais pas où elle est cette photo, sûrement quelqu'un doit la voir. Et on avait fait une photo de la voiture au milieu de l'Élysée avec Pierre et moi sur cette voiture. Donc voilà, donc c'est un moment assez drôle. Mitterrand était venu vous saluer? Mitterrand n'était pas venu nous saluer, mais notre voiture était là au milieu de l'Élysée. Et puis le lendemain matin, je suis venu à 7h du matin retrouver Pierre à l'Élysée, rentrer à l'Élysée, prendre la voiture, partir de l'Élysée et aller à Versailles pour mettre la voiture en parc fermé. Incroyable. Incroyable. Donc pour revenir un petit peu à la monoplace, tu sors de cette saison en Formule 3000. T'as toujours ce rêve de Formule 1? T'as 26 ans en ce moment-là? J'ai toujours le rêve de faire de la Formule 1. Là, et sincèrement, je m'enlise en Formule 3000. L'autre jour, j'ai vu Eric Chely, donc je crois qu'il avait été champion de France F3, qui avait signé dans la même équipe que moi. Et ça se passe mal, c'est compliqué. Mais tu sais, je dis toujours, regardez le nom des pilotes de ces époques-là en Formule 3000 et vous comprendrez ce qu'était la Formule 3000 de l'époque. Donc il y avait un niveau juste de malade, quoi. Je pense que la moitié des pilotes de ces années-là ont fait de la F1 ou ont fait des carrières. Donc quand tu rentrais dans un top 10 à l'époque, c'était déjà un super résultat. Mais à l'époque, il y avait que les 6 premiers qui marquaient des points, il y avait que les 6 premiers qui comptaient, les autres, t'avais raté ta course. Mais très honnêtement, je m'enlise et je me dis ça va être fini. Je signe chez la dernière année, je suis chez Dominique Delestre, chez Appomattox. Voilà, ça fait des résultats K1 comme ça, mais rien de vraiment fantastique. Je suis avec Andrea Chiesa. Bon, je suis quand même plus rapide que lui, mais c'est une maigre consolation. Et arrive un jeune pilote pour les 2 dernières courses qui s'appelle Emmanuel Collard et qui nous a littéralement atomisés. Il vous a expliqué la vie, quoi. Il nous a expliqué la vie. Il nous a réveillés aussi en même temps. Donc voilà, donc je me dis c'est fini, la 3000 c'est terminé pour moi, la F1 c'est fini et puis arrive le miracle avec Jean-Paul Libert, avec l'équipe March et avec à l'époque Patrick Carlotti qui s'occupait de moi et arrive ce miracle là où on me dit est-ce que tu veux rouler chez March en Formule 1? C'est comme si tu demandes à un aveugle s'il veut voir. Je dis oui. Il me dit ok, on va voir. Donc il négocie avec pour la super licence. Eccleston est d'accord, donc j'ai ma super licence, donc ça va. Budget, j'ai pas tout ce qu'il faut, mais j'ai suffisamment de quoi, en tout cas, rouler au moins la moitié de la saison. Et on se dit on va trouver pendant le reste. Parce qu'il faut bien expliquer que même déjà à ce moment-là, il y a les pilotes payants et les pilotes qui sont professionnels. La plupart c'est des payants. La moitié de la grille, enfin pas la moitié, mais en tout cas un bon tiers de la grille, c'est comme ça. Puis à l'époque, il y a 32 voitures, donc fallait te préqualifier et te qualifier après pour faire le Grand Prix. Pas comme aujourd'hui où tout le monde fait la course. Nous à l'époque, il fallait déjà espérer de passer le vendredi matin pour pouvoir rouler le vendredi après-midi et éventuellement rouler le dimanche si tu étais dans les 26. Donc c'est une autre époque. Donc on réunit, on signe avec March. Donc c'est l'ancienne Leyton House de l'année d'avant, donc qui était une voiture qui avait bien marché en 90, mais qui avait pas du tout fonctionné en 91. À l'époque, c'était Gugelmin et Capelli. Ils s'étaient pas qualifiés pour beaucoup de courses. Ils avaient eu beaucoup de problèmes avec la voiture. Mais à ce moment-là, on arrive et c'est plus le moteur Mugen Honda, c'est le Ilmor qui est mis dedans. Donc c'est le moteur Mercedes qui est en développement. Donc l'autre pilote, c'est Karl Wendlinger, donc pilote Mercedes. Et donc on bénéficie quand même d'un très bon moteur qui est le moteur Mercedes en développement. Et en même temps Gustav Brunner qui devient l'ingénieur de l'équipe, qui est un super ingénieur.
et il réussit à trouver les défauts, à corriger les défauts de la voiture. Et en fait, l'auto marche pas si mal que ça. Alors pour moi, c'est compliqué parce que j'arrive à Interlagos, en Afrique du Sud, pour mon premier Grand Prix, et j'ai fait 10 tours à Silverstone, c'est tout. T'as zéro expérience, quoi. Bah, j'ai zéro expérience. Ma dernière course, elle remonte au mois d'octobre en Formule 3000, et je n'ai rien fait. Si ce n'est, si j'ai roulé au Dakar, mais ça a rien à voir avec une Formule 1. Sachant qu'il y a des grands pilotes qui t'attendent sur la grille. C'est pas des rigolos, quoi. Non, bah au Dakar, il y avait pas des rigolos non plus. Non, hein, c'est clair. Non, c'est clair. mais c'était pas la même chose. Et là, t'arrives et déjà il faut se préqualifier, et 2, il faut se qualifier. Alors là, je suis totalement atomisé. Je me rappellerai toujours d'avoir regardé ma première télémétrie avec Karl, qui avait plus d'expérience et qui lui avait fait des essais. C'était un virage au bout de la ligne droite des stands qui se passait à fond. Et moi, mais clairement, je levais mais tout juste si je freinais pas dans ce virage-là. Et je regarde la télémétrie et il devait y avoir, je sais pas moi, 20 ou 30 bandes d'écart entre les deux. Et je me dis, ok, d'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y mettre, mais il m'a fallu du temps jusqu'au Brésil, où je rate la qualif vraiment de pas grand-chose. Je suis qualifié le vendredi et je perds la qualif le samedi, mais de peu de choses. Et là, je me dis, ça va être faisable. Ça me sauve la tête aussi, parce que du coup, l'équipe se dit, en fait, ouais, parce que clairement, en Afrique du Sud, j'ai pas le niveau. Je suis à des années-lumière du truc. Au Mexique, c'est beaucoup mieux. Et là, je suis à 2 doigts de me qualifier. Et arrive donc Barcelone, et à Barcelone, je me qualifie pour mon premier Grand Prix. Et à partir de là, ça a été normalement, quoi. J'ai fini toutes les courses auxquelles j'ai participé cette année-là. Je finissais 12e, 11e, jusqu'à la Hongrie, où j'ai fini 9e, où je fais 9e temps. Je me qualifiais 16e ou 17e sur la grille. Donc je fais un super Grand Prix, mais j'ai plus d'argent, donc ma saison s'arrête là, malheureusement. En fait, ça s'arrête au moment où tu commences à performer. Ça s'arrête au moment où je commence à être performant, où je commence à être à bien comprendre. Il faut savoir qu'à l'époque, physiquement, il fallait déjà dominer la voiture. Je veux dire que on n'avait pas de direction assistée, pas d'assistance au freinage. Un levier de vitesse, une boîte en H, 3 pédales. Les voitures, crois-moi, pour les faire tourner, on avait jusqu'à 13 degrés de chasse. C'était des camions, plus la force aérodynamique, on avait des grosses roues. C'était vraiment très très dur. Dès qu'il fallait du temps pour t'habituer à ça et pouvoir rouler avec ces autos-là. Et une fois que ça allait, ça fonctionnait bien. C'était des monstres déjà, hein. Ça faisait quoi, 600 chevaux, quelque chose comme ça? Ouais, je pense qu'on doit avoir même plus. Je pense qu'en qualif, avec l'essence spéciale qu'on mettait, on récupérait 50 chevaux. On devait avoir 750 chevaux pour des voitures qui pesaient 550 kilos. C'est fou. Oui, c'était des voitures super légères, très dangereuses, mais très légères. Ouais. Tu sais, je me posais une question aussi, parce que moi, c'est un peu les années où je suis né. Mais je m'étais replongé, je me souviens, il y a quelques années dans les archives. Et j'ai le souvenir, alors tu me dis si je me trompe, mais que les gens étaient assez durs avec toi sur cette période où justement, en Formule 1, au début, t'as tout cet apprentissage à faire. Ouais. Et d'un point de vue extérieur, les gens qui connaissent pas le sport auto, ils disent, bon, voilà, encore un fils d'eux qui s'amuse, tu vois. Comment tu l'as vécu, cette période-là? Mais en fait, tu sais, les gens du milieu n'étaient pas spécialement durs avec moi, parce qu'ils savaient ce que je faisais, ils savaient dans quelles conditions je les faisais, ils voyaient les temps que je faisais, donc ils savaient très bien me situer, ce que je valais. Moi, j'ai jamais eu la prétention d'être Senna. Je veux dire que je savais où je me situais. J'avais l'espoir, comme beaucoup de pilotes, un jour de monter, d'accéder à quelque chose de mieux que ce que j'avais. Mais déjà, j'étais très heureux d'être pilote de Formule 1 parce que c'était mon but. Mais c'était plus des gens extérieurs du monde de l'auto, c'était plus de la presse extérieure et qui regardaient comme ça de brut de fonderie le résultat et qui me voyaient être 24e ou 25e en qualif. Ils prenaient pas tellement en considération que déjà de finir un Grand Prix à l'époque c'était une performance, et voilà. Mais c'est surtout en 94 que j'ai reçu beaucoup de critiques, parce que là on pouvait pas se qualifier, on se qualifiait jamais, je faisais jamais les courses. Et ça a été très dur. Donc non seulement la voiture c'était une vraie merde, c'était vraiment compliqué de rouler avec ça, et en plus de ça je m'en prenais plein la tête tous les dimanches. Mais l'autre jour, tu sais, pendant le Covid, justement, j'ai regardé, je suis retombé sur le Grand Prix de Hongrie
retransmis à l'époque avec les commentaires de l'époque, mais les commentaires étaient gentils, enfin étaient bons, quoi. J'ai été sincère, que ça soit Moncey ou Van Vliet, ils disaient justement rappeler la bonne course, parce qu'à l'époque on n'avait pas de caméra embarquée, donc on voyait pas ce que je faisais. On ne montrait que les 2 ou 3 premiers, mais on montrait pas les autres. On apparaissait à la télé seulement quand je faisais prendre un tour ou le deuxième tour par Mansell, et c'est tout. Le reste du temps on nous voyait jamais à la télé. Donc on savait pas on voyait pas si on avait doublé ce qu'on avait fait. Si je te dis que j'ai doublé Damon Hill au bout de la ligne droite en Hongrie par l'extérieur, personne le sait, sauf lui et moi. On n'est que 2 à le savoir. Mais voilà, je me rappelle de ça. Mais t'as raison, je pense que c'est exactement ça. C'est les personnes d'un point de vue extérieur qui jugeaient. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai le souvenir. Bon, après, tu vas me dire, c'est assez routinier pour Ardisson, mais d'une émission où t'étais avec Ardisson, et je crois qu'il y avait Laurent Ruquier, si je me souviens bien. Et où je trouvais ça vraiment ouais, il m'avait présenté comme il m'a dit, on vous présente Ayrton Senna, et après il dit non, c'est Paul Belmondo. Donc de dire c'est que des vannes potaches, c'était des vannes comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, ça faisait partie des choses. Mais une fois de plus, c'est le grand truc du sport, c'est que tu ne, enfin, toi tu sais où tu te situes, tu ne peux pas te mentir. Tu peux mentir à l'extérieur si tu veux, mais toi devant ta glace et ce que tu as fait dans la voiture et les temps que tu as fait, ils sont là et tu sais que tu les as fait. Donc c'était dur à vivre parce que tu disais en fait c'est pas juste. Mais moi je savais ce que j'avais fait et en même temps j'étais conscient de ce que je faisais. Donc voilà, donc ça a été dur bien sûr. Mais comme aujourd'hui, quand je finis 9e du Grand Prix de Hongrie, je pense que quand des pilotes d'aujourd'hui finissent 9e, on considère ça comme une performance parce qu'ils marquent des points, parce qu'aujourd'hui c'est 2 points d'être 9e, mais à l'époque 9e c'était rien, il y avait que les 6 premiers qui marquaient des points, donc c'était un bon résultat mais qui n'avait pas eu plus de répercussions que ça. Alors que crois-moi, aujourd'hui un pilote, si tu as aujourd'hui quand tu as un pilote As qui fait 9e, on crie au génie. C'est clair. Alors qu'à l'époque d'être 9e avec une marche, même si c'était pas une bonne voiture, on n'a pas crié au génie. Mais c'est comme ça, c'est cette époque-là. Moi, j'ai eu la chance de faire de la Formule 1. Combien de pilotes que je connais autour de moi qui ont rêvé d'en faire et qui en ont pas fait. Voilà, moi je suis monté dans le train, j'ai tenté ma chance et voilà. Mieux vaut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ah mais moi je le vois toujours de ce côté-là. J'ai pas de regrets, je veux dire que Tu m'as parlé d'un regret quand même, tu sais, je crois, mais c'est pas vraiment de ta faute, une boîte de vitesse qui oui, claque Monaco, je crois. Ouais, Monaco, c'est le seul moment où j'ai vraiment regretté parce que ce jour-là, j'avais une voiture qui marchait très très fort. Et donc le jeudi je suis qualifié sans problème et donc le vendredi à l'époque on avait repos et donc le samedi matin je suis toujours dans les 26, donc tout se passe très bien pour moi, je vais me qualifier pour le Grand Prix de Monaco et au moment de partir à la qualif je casse la boîte de vitesse, donc je peux pas défendre mon temps et comme tout le monde sait, hein, le samedi va beaucoup plus vite que le vendredi et je me retrouve non qualifié de la séance. Je prends la voiture de Karl Wendlinger pour finir les 15 dernières minutes et essayer de me qualifier, sauf que moi je fais 1m76 et Karl il fait 1m88 ou 90. Donc je suis assis dans la voiture, j'ai le cockpit qui m'arrive là, je vois pas où je vais et je me qualifie pas. C'est inconduisible, ouais, forcément. Et je regrette de pas avoir fait la course parce que comme la manière dont je roulais à cette époque-là et les courses que je faisais, et je terminais toujours. Bah, inutile de dire que si j'avais fini à Monaco, j'aurais certainement fait un bon résultat ce jour-là. Et à l'époque, je me souviens de Shona qui était venu me voir et il m'avait félicité, il m'avait trouvé que ça passait vraiment très très bien à la piscine et ainsi de suite. Et voilà, mais bon, c'est la vie, c'est avec des si, on est tous champions du monde. Les Anglais, ils disent FFF, hein, donc voilà. Mais j'ai roulé à Monaco avec une super auto et j'en garde un très bon souvenir parce que c'est un de mes meilleurs souvenirs de pilotage aussi. Parce que c'était un pied total de rouler avec ces voitures-là à Monaco et de rouler, de passer à la piscine avec cette voiture qui était incroyable. Donc j'en garde un super souvenir et j'ai la chance de l'avoir fait. Et tous ceux qui me critiquent, eux, ils l'ont jamais fait. Moi, je l'ai fait. Et puis tu repenses à l'enfant que tu étais, ouais. Avec Jackie X. Rêvant de Monaco, et c'est quand même incroyable d'avoir réalisé ce rêve. Ouais, bien sûr, c'est ce rêve, c'est quand t'as 11 ans et voilà, j'étais pilote de Formule 1, 2 j'étais pilote à Monaco. Donc voilà, donc c'est un super souvenir et comme je te dis, voilà, on n'est pas beaucoup à pouvoir faire ça, on est des privilégiés. Alors certains l'ont fait plus avec des résultats, mais tous ceux qui ont eu la chance de rouler dans une F1
c'est un énorme privilège. Comme j'admire tous les mecs qui sont finalistes d'un 100 mètres aux Jeux Olympiques ou d'un marathon, c'est une chance unique parce qu'ils sont pas beaucoup à l'avoir fait. Un mec qui a fait les Jeux, c'est un mec exceptionnel, ou une Coupe du Monde de foot. Voilà, moi j'ai la chance de faire partie de ce milieu-là. Qu'est-ce qui se passe pour toi après la F1? Parce que donc là, la page se referme. On va passer 94, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Fin 94, je me dis, ça y est, comme tu dis, la page se tourne, se ferme. J'ai fait le tour. Ouais, je peux essayer encore de trouver de l'argent pour refaire encore une saison de Formule 1, mais à quoi bon? On va pas me considérer plus que ce qu'on me considère à ce moment-là. Je vais encore rouler dans une petite voiture, je ferai pas de résultats, je vais encore prendre des critiques. Donc je me dis, il vaut mieux arrêter. Et puis j'ai un de mes anciens sponsors et amis qui est Santiago Puig et qui me dit si je veux venir rouler avec sa F40 dans le championnat BPR. Voiture mythique. Un ami, donc j'accepte vraiment pour lui faire plaisir parce que pour moi c'est fini. Et puis je trouve que c'est quand même sympa ce championnat d'endurance créé par Patrick Peter, Jürgen Barth et Stéphane Rattel. Et il y a une bonne ambiance et je retrouve du plaisir parce que vraiment je finis fatigué et sans plaisir à la fin de 94. Et là je retrouve du plaisir de rouler. Et du coup, au lieu de faire une course, je fais toute la saison avec lui, avec des résultats corrects comme ça. Et l'année d'après, Patrick Luc me propose de rouler avec la F40 de chez Michelotto, donc avec une F40 officielle, la dernière évolution de la F40, donc inutile de dire un truc juste incroyable, et avec Éric Bernard et Jean-Marc Gounod. Donc des pilotes que j'ai côtoyés en Formule 1, avec qui on s'entendait bien, et on a fait une saison où on s'est éclaté dans tous les sens du terme, que ça soit sur la piste ou en dehors de la piste. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs d'une saison de course. Vraiment super sympa dans une équipe italienne avec une Ferrari. Tu peux pas rêver mieux quoi, d'être pilote semi-officiel Ferrari, c'est quand même un rêve. Et voilà, c'est un autre truc dont j'ai eu la chance de pouvoir vivre. T'as eu une petite distinction d'ailleurs de la part de Ferrari à la suite de ça. Ouais. Donc on a été invité à Maranello pour nous remettre donc un Cavallino Rampante, donc une récompense, un prix comme ça pour avoir mis les couleurs de Ferrari en avant pendant la saison. Donc ça avait été le cas. Et pour avoir, on avait gagné à Zouai, et même si on a été deuxième sur le podium, en fait on était premier parce que la Porsche était hors course, parce que c'était une nouvelle génération de voitures qui arrivait et qui était beaucoup plus performante que ce qu'était la McLaren ou ce qu'était la F40 à l'époque. Et donc on avait eu cette récompense et d'avoir eu la chance de bénéficier de ce moment-là. Et voilà, ça fait partie des petites distinctions que j'ai gardées avec bon souvenir, le volant Elf, Victoire Albi, celle-ci, et puis mon trophée de champion de France de troisième du championnat de France de Formule 1 parce qu'à l'époque, malgré, je rappelle, il y avait un championnat de France, exact. Il y avait un championnat de France. Et comme je finissais les courses, je marquais des points. Donc du coup, j'avais fini troisième. Voilà. Donc et pourtant, on était 7 ou 8 pilotes en F1 à l'époque. Mais ça prouve la régularité que j'avais. Après ce passage chez Ferrari, est-ce que ça devait se poursuivre avec une F50, mais je crois que ça se fait pas. Avec la F50, on a été en allant sur le chemin à Maranello pour tester la F50, le programme a été arrêté. Donc on devait aller. Donc c'est Jean-Marc qui devait rouler dans la voiture et faire le test de la voiture. Le pilote officiel à l'époque, c'était Nicolas Larini. Et donc on venait pour tester la voiture et pour faire la saison donc d'après avec la F50 et Luca Di Montezemolo qui m'avait remis le Cavallino Rampante l'année d'avant, il a coupé le programme F50 l'année d'après. Donc voilà, parce que je crois qu'à l'époque il avait décidé qu'il n'y aurait plus de moteur je crois plus de moteur turbo Ferrari en course, donc le programme avait été stoppé net comme ça. Mais du coup je pars rouler au Japon avec en GT avec Bertrand Gachot, et avec lequel tu fais aussi le Dakar. Avec lequel je fais aussi le Dakar. Alors là, si on doit commencer à parler du Dakar avec Bertrand, il faut une émission toute seule pour en parler, parce que je peux dire tu as une anecdote par jour. Il y en a tellement on a rigolé, enfin rigolé et pas rigolé, hein, mais
ça a été avec Bertrand, c'est toujours super bien entendu. Il fait partie des rares pilotes avec qui j'ai toujours de très bonnes relations. Ils sont pas nombreux, mais avec qui j'ai gardé un contact. Mais là, c'est encore un projet à la Bertrand Gachot. Il avait engagé une Chevrolet Japon par l'importateur Japon au Paris-Dakar. Et quand je vois la voiture, je dis mais Bertrand, mais jamais on peut rouler avec une voiture comme ça au Dakar. Enfin, quasiment s'ils avaient pris un Chevrolet de la concession et qu'ils avaient mis 3 autocollants dessus et un arceau et roule Malpoule, on va faire le Dakar. Je dis mais t'es fou. Donc là, j'ai dit, mais on doit courir en T1. J'ai dit, mais oublie le T1. J'ai dit, le T1, Toyota, Nissan. T1, c'est la catégorie Rennes, hein, pour. C'est la T1. Non, alors à l'époque, c'était pas à l'époque, c'était la catégorie des véhicules de série. Ah oui, t'as raison. Oui, c'était l'inverse à l'époque. Okay. Maintenant, maintenant, c'est l'inverse. À l'époque, le T1, c'était les véhicules de série. Et je lui dis, mais ils font des voitures exprès pour cette catégorie-là, donc comme le groupe N en rallye, je veux dire, tu peux même pas imaginer. Donc alors, on enlève la moquette, on enlève tout, l'autoradio, tout ce qu'ils avaient laissé dans la voiture, les plastiques, et on s'engage en T2, donc en véhicule de série amélioré. Et on a eu que des galères. Juste en raconter une seule, parce que c'est la plus drôle pour moi. On alternait le pilotage, hein. Un coup il naviguait, un coup il pilotait. Et ce jour-là, c'est lui qui navigue. Et on avait un problème, la voiture tombait en panne avec un problème d'alimentation d'essence. Et on avait remarqué, le hasard que si on se mettait face au vent, si on ouvrait le capot, si on vidangeait le réservoir par en dessous, la voiture repartait pour 80 km. Ça n'a aucune raison. C'était la raison pour laquelle ça marchait. Mais ça faisait fonctionner la voiture. Donc on fait notre manip. Donc ce coup-ci, c'était à moi d'aller sous la voiture et de faire la vidange, et c'était à lui d'ouvrir le capot et de faire que l'air rentre dans le capot pour refroidir la voiture. Donc moi je vais en dessous, je fais ma vidange, je ferme machin, il ferme le capot, on monte dans la voiture, je m'attache, je fais première, deuxième, et le capot, bam, il se lève et il fracasse le pare-brise. Et là je vois Bertrand, il dit non, et je dis mais quel est le con qui a pas fermé le capot? Et c'était lui, il était vert, on a explosé le pare-brise, on est reparti encore plus dans une galère ce jour-là. Il a fallu enlever le pare-brise. Enfin, c'est tous les jours, c'était comme ça. C'est avec Bertrand d'ailleurs que je crois que t'as eu un gros crash au Maroc. Alors non, c'est lui. C'est la même année. C'est la même année. Ouais, c'est marrant que tu sais. Alors, toujours dans nos galères, hein, parce qu'on galérait. Et donc un jour, on arrive à l'avant-dernier CP. C'était pour l'étape. C'est le jour où on a abandonné. Le dernier CP. Et en fait, on sait qu'avec nos voitures, on peut pas passer les dunes. C'est impossible. C'était la journée de repos. Donc le lendemain, donc tu avais jusqu'au surlendemain pour arriver. On arrive au CP et on leur dit voilà, est-ce qu'il y a moyen de couper, en fait, de ne pas partir dans les dunes, de prendre les pénalités, c'est pas grave, mais on veut couper, on veut rejoindre en fait l'arrivée de l'étape. Et les mecs nous disent non, vous êtes obligés de passer par là, mais il y a 2 Japonais qui sont comme vous, faites route ensemble. Alors on dit ok, on va voir les mecs, avec eux ils parlaient que japonais, on leur parle en anglais, on leur explique et on décide de faire route ensemble. Et on arrive. À un moment donné, il y avait de l'arbre à chameau, un énorme cordon à passer. On s'arrête. Moi, je vais à pied, donc à travers l'herbe à chameau. Je monte en haut de la dune et je regarde, je reviens. Et je dis à Bertrand, je dis écoute, c'est bon, ça peut passer. Donc notre voiture reste en bas. Les Japonais décident d'aller en même temps et Bertrand monte dans la voiture du Japonais. Et moi, je suis en haut, je leur fais signe. Et là, je vois le Japonais qui enquille première, deuxième, troisième, mais à fond les ballons. Bertrand, il est dans la voiture. Bien sûr, il n'est pas attaché. Il a pas de casque, rien. Et je me dis, mais il va me le tuer. Ils vont se tuer. Et là, la voiture, elle commence à faire des bonds et des bonds comme ça dans l'herbe à chameau. J'ai cru qu'il allait partir en tonneau. À un moment donné, ils ont décollé à je sais pas combien de mètres. La voiture, elle retombe. Et là, les 4 roues, les 4 pneus déjantent en fait, et la voiture tombe dans le sable. Comme dans les dessins animés, tu sais. Comme dans les dessins animés. Vraiment, la voiture dans le sable, complètement déjantée. Bertrand est en vie, blanc, inutile, parce que lui aussi, il a cru qu'il allait mourir.
Et là, on dit à nos amis japonais, on leur dit, écoutez, là, on aura qu'un pneu, là, on peut pas vous aider. Là, on est désolé, on peut rien pour vous. Et donc, on est remonté dans notre voiture, on est passé, du coup, ce que j'avais vu par où il fallait passer. Donc, on a passé ce premier cordon et puis on a cassé le cordon d'après et le rallye s'est arrêté là pour nous. Donc, eux, ils étaient bloqués à un endroit et vous, un peu après. Après, on les a vus au petit matin, on les a vus, mais eux, ils sont repartis, ils ont réussi à regonfler leurs roues. Et puis 2 jours, ils ont réussi à continuer alors que nous, notre voiture était morte et ça s'est arrêté là. T'as eu la chance de faire tous les Dakar africains, enfin en tout cas beaucoup. Le dernier que tu fais, c'est en 2007, c'est ça? Ouais, je fais le dernier Dakar en fait africain. Ouais, j'ai eu la chance aussi de gagner une catégorie au hasard, au hasard non, mais parce que je suis arrivé tous les jours, j'arrivais et que devant ça faisait la course et que moi je devais juste arriver et à la fin, je me suis retrouvé premier du T2 diesel, donc j'ai gagné la catégorie T2 diesel. Donc, battre des pilotes usines presque. J'ai battu. Ouais. Je bats Prieto en fait, qui lui Prieto, il était avec le Mitsu diesel, sauf que lui, à ce moment-là, il se battait pour le podium du Dakar. Moi, je me battais pas du tout pour le podium du Dakar, mais lui, il se battait. Donc, il était obligé de rouler jusqu'au dernier jour et il casse le dernier jour. Donc voilà, donc j'ai ma première place, ma petite plaque du Dakar avec premier en T2 diesel avec mon petit Touareg et tout ça. Donc c'est la classe. Ouais. Dans les fins d'années 90, début 2000, c'est là aussi où tu crées ton team. Ouais. Donc Paul Belmondo Racing. 98. Donc on fait une première saison en Super Cup. Et puis très vite, on décide avec Gosselin de se tourner vers le championnat GT FIA. Surtout qu'à ce moment-là, Oreca propose donc une Viper compétition client. Donc tu peux acheter donc la Viper qui avait gagné toutes les courses, la voiture d'usine, et il propose donc une voiture compétition client. Donc je vais voir Hugues et on décide d'acheter une Viper et de se lancer dans le championnat. Au même moment, Ratel achète aussi une voiture et donc nous confie sa voiture dans l'équipe. Donc on se retrouve avec 2 Vipers dans le team, donc une qui appartenait à Ratel et une qui nous appartenait, et nous voilà partis pour faire le championnat GT FIA et qui va super bien se passer parce qu'on va faire 2 podiums plus une victoire à Homestead, puisqu'on restera à jamais la seule équipe privée avec une Viper à battre l'usine Viper, en plus de ça aux États-Unis. La classe. Donc voilà, donc c'est un super souvenir d'avoir gagné avec Emmanuel Clérico ce jour-là. C'est à ce moment-là que tu me racontais une anecdote. Vous aviez un pilote payant, je crois. Donc vous étiez 3 pilotes, c'est ça? Et c'est quoi un peu l'histoire? Parce que en fait, on avait besoin de budget pour rouler et Stéphane donc nous aidait. Et Stéphane nous dit, écoute, il y a un pilote local qui s'appelle Ron Atapatu qui fait toujours les manches du BPR ou les manches du GT FIA. C'est un mec super. Il peut rouler chez vous. Alors je dis, ok, d'accord. Comme nous à l'époque, on se battait pas pour la victoire parce que c'était vraiment que l'usine qui gagnait les courses. On se battait pour la 3e place avec des équipes qui étaient comme nous, qui avaient un pilote un peu moins performant. Donc on dit à Ron de venir, donc il vient, on fait une super qualif, je crois même à un moment donné Emmanuel est pas loin de faire la pole, je sais plus où il se qualifie à la course, mais en tout cas on doit être dans les 2 premières lignes et la course part. Et nous voilà en tête de la course. Et on mène. Et donc moi je fais mon relais et on est toujours premier. Et là Emmanuel remonte dans la voiture et normalement c'est Ron qui devait finir la course. Et là, on va voir Ron et pendant qu'Emmanuel roule, on lui dit, écoute, si tu montes dans la voiture, on va pas gagner. Peut-être on fera 3e, mais c'est pas sûr. Alors que si tu roules pas, on est sûr de faire le podium et on est quasiment sûr de gagner la course. Il y a de grandes chances qu'on gagne. Est-ce que tu es d'accord de pas rouler? Il avait payé, hein. Et il dit, ok, d'accord. Donc, je remonte dans la voiture derrière Emmanuel et on gagne la course. Donc, lui, il est monté sur le podium. Il a pris sa coupe, son truc. Donc, il a gagné la course d'Homestead sans jamais avoir roulé dans la voiture. À l'époque, tu pouvais le faire. Maintenant, c'est interdit. Mais à l'époque, il pouvait. Donc, il a fini la course. Il a jamais roulé et il a gagné la course. Tu sais, quand tu m'as raconté cette histoire, je me suis imaginé chez lui, le trophée au-dessus de il l'a, ouais. Et peut-être, bon, j'en sais rien, je connais pas ce monsieur, mais qui raconte l'histoire un peu à sa sauce. Oui, c'était une course fantastique. Il peut. Mais au final, il a pas participé. Au final, c'est ça qui est assez fou. Ah ouais. Il a fait les essais libres. Ouais.
Il a dû vous essayer de faire quelques tours en qualif parce qu'il fallait quand même faire un temps pendant la séance qualif et c'est tout. Mais il a pas roulé pendant la course. Mais il a été super parce qu'il aurait pu être pas sympa du tout et se dire bah moi j'en ai rien à foutre de vous quoi. Moi j'ai payé, moi je suis venu pour rouler, que je fasse 3e ou 5e, ça m'est égal. Hein, c'est pas mon problème que vous allez gagner votre première course. Et nous c'était notre seule chance de gagner. Donc non il a été super cool et voilà, donc on a fini et on a gagné la course. Donc ça a été vraiment un super truc et c'est vraiment un grand souvenir. C'est notre première victoire pour le PBR, pour le Palme d'Or Racing et voilà. Donc et en plus en battant l'usine. Donc et c'est cette course-là où tu gagnes un ticket pour Loda Air. Ouais. Tu sais que d'ailleurs je savais pas du tout que Niki Loda avait une compagnie aérienne. J'en avais aucune idée. Ouais, en fait, quand on avait gagné la course, en fait, on avait gagné je sais plus combien c'était. Enfin, c'était l'équivalent d'un aller-retour à Miami en classe affaires sur Loda Air. Grand pilote de Formule 1. Grand pilote de Formule 1. Et donc, quelques temps après, je suis retourné à Miami. Donc, j'ai utilisé mon billet pour aller à Miami avec Loda Air. Et donc je m'installe dans l'avion, on vole, puis à un moment donné, il y a l'hôtesse qui vient et qui me dit il y a Monsieur Loda qui veut vous voir. Et le hasard a fait que ce jour-là, Niki faisait le vol de l'avion. Et donc je me suis retrouvé avec Niki dans le cockpit à discuter un petit peu et mais je me rappelle même, il m'avait dit mais pourquoi t'as dû me le dire et tout. Je dis bah moi enfin voilà, c'est Niki Loda quoi. Je vais pas aller le voir. Niki, je suis dans ton avion. Donc j'ai qui faisait ça pour s'amuser, j'imagine, pilote. Enfin, c'était le propriétaire. Enfin, c'était sa compagnie aérienne. Donc, mais c'est vrai qu'il aimait bien de temps en temps. Je pense que quand il faisait un déplacement dans sa compagnie, il aimait bien être aux commandes de son avion. Donc, la voilà. probabilité que t'avais de tomber sur lui, c'était quasiment impossible. C'est fou. Ouais. Mais c'était la deuxième. Enfin, après, je l'avais vu sur le circuit, mais avant ça, je l'avais vu avec mon père à Saint-Moritz. Où à l'époque où il était pilote Ferrari et il m'avait fait un autographe aussi, mais ça je lui ai pas dit quand même. Tu voulais garder ta dignité, c'est le truc que toi tu te souviens mais lui se souvient pas. Ouais, c'est sûr, c'est évident. Il avait signé un autographe à l'époque à Saint-Maurice. Ouais. Donc le Dakar 2007, c'est un peu ta dernière course auto. Ouais, je crois que je refais Spa. Okay. Je crois la même année. Okay. Mais c'est mes 2 dernières courses, ouais. Parce que Paul Belmondo Racing, ça se termine en 2006-2007. 2006. La dernière année, c'est 2006. Je roule quasiment pas en 2006. Je crois que je dois rouler à Jarama, peut-être en Turquie. J'ai dû faire 3 courses, je pense, maximum. Mais déjà, voilà. Déjà, je commence à me demander si je vais continuer à courir ou si je vais arrêter de courir et faire autre chose dans ma vie, parce que j'arrive quand même à un âge où je pouvais encore piloter, bien sûr, une petite dizaine d'années, mais si je voulais faire autre chose dans ma vie, c'était maintenant et c'était pas dans 10 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, l'arrêt du Paul Belmondo Racing a entraîné le fait que j'ai décidé d'arrêter de courir. Donc janvier 2007, je fais le Dakar. Et je crois que je refais Spa, mais là je le fais plus en tant que pro, je le fais même si c'est avec Didier de Radigues, avec mon ami Alain Van Denove et Charles Depot, on fait Spa, mais on le fait voilà comme des gentlemen. Je le fais plus du tout dans un optique de gagner les 24 heures. Et là tu te remets au théâtre? Tu reprends des cours de théâtre même alors que t'approches la quarantaine presque. Ouais, je prends des cours de théâtre, donc ça c'est pas facile de te retrouver à plus de 40 ans et au milieu de gamins de 20 ans, c'est pas facile. Mais voilà, je fais une première année de cours parce qu'il faut passer par là et je connais trop le milieu, je sais trop que on peut pas se dire bah tiens, je vais être comédien, je vais monter sur les planches comme ça sans apprendre, sans faire. Parce que même si je connaissais le milieu, même si je connaissais le cinéma, même si je connaissais parce que j'étais à la direction avec mon oncle du théâtre des variétés, c'est pas pour autant. C'est le théâtre que ton père avait acheté, c'est ça? C'est mon théâtre que mon père avait acheté. C'est pas pour autant que tu peux monter sur les planches et être comédien du jour au lendemain. Je veux dire qu'il faut quand même travailler, apprendre et savoir ce que c'est que le métier de comédien.
Ouais, donc tu rapprends ce métier, tu gères en même temps ce théâtre, mais je crois que vous le cédez parce que ton père premier AVC, c'est ça? Ouais, mon père a son AVC, donc on le garde un petit peu avec mon oncle, et puis ça devient vraiment compliqué de le garder sans lui. Lui n'a plus la motivation ni l'envie de continuer forcément, hein, parce que son rêve c'était d'avoir son théâtre et de jouer dans son théâtre, et ce rêve-là n'est plus possible. Et puis financièrement c'est quand même très très lourd, très compliqué, et donc la décision est prise de vendre le théâtre, et heureusement mon père va vendre le théâtre sans perdre d'argent et en sortir, voilà. Donc il va être à l'équilibre, et cette aventure là se ferme, ouais. Et finalement c'est un peu un retour au théâtre, et même je veux dire au cinéma, en tout cas au jeu d'acteur, parce que ça a commencé très jeune avec, je pense au film de Claude Lelouch, oui. 88 je crois, Itinéraire d'un enfant gâté, où tu joues ton père jeune, en fait. Ouais, j'ai commencé très jeune, mais à cette époque-là, je pense que quelque part mon père, quand ils me font faire Itinéraire, je pense peut-être mon père, et à l'époque je suis en Formule 3000, peut-être il espère que ça va me donner un déclic et que je vais arrêter la course et que je vais continuer dans ça. Mais à l'époque, je suis focus sur la course automobile, et je ne pense qu'à ça. Et pour moi, il n'est pas possible de faire deux choses à la fois. Je peux pas être pilote et être comédien à côté. Je ne veux faire que ça. Peut-être j'aurais dû accepter. À l'époque, j'avais refusé un film de la Rai aussi, où il cherchait un pilote pour faire un pilote de rallye. Et j'avais refusé parce que je voulais être que pilote. Voilà, donc je réaccepte une deuxième fois dans Les Misérables, parce que Lelouch, Claude et mon père me redemandent de le jouer lui jeune, donc j'accepte de le faire parce que c'était super sympa. Et puis puis c'est Claude, et puis c'est mon père, donc voilà, donc ça se refuse pas. Mais voilà, c'était les seules conditions pour lesquelles j'avais accepté de tourner. Et c'est après, quand je décide de revenir là-dedans, je pense d'abord que je vais faire du cinéma et de la télé, et je pense pas du tout au théâtre, en fait. Et ça ne se passe pas exactement comme tu l'as prévu? Ça va être exactement le contraire. Ouais. Même si je vais faire des petits trucs dans le cinéma, ma fille s'appelle Maurice, Beurre sur la ville, j'ai fait des médecins de nuit pour la télé, j'ai fait un unitaire aussi pour France 3, donc j'ai fait des trucs, j'ai tourné dans des trucs, mais on peut pas dire que c'était vraiment folichon. Et à côté de ça, je commence à faire du théâtre, en fait, et c'est le théâtre, en fait, qui va être là où je vais travailler le plus régulièrement et de plus en plus, et voilà, donc exactement le contraire de ce que je pensais. Et notamment avec Delphine Depardieu. Et notamment avec Delphine, où j'ai fait ma première pièce avec elle à Avignon, et après à Paris, et après on a rejoué encore une autre fois à Paris ensemble, on a joué à Milan, voilà, donc on a joué 4 pièces ensemble, et c'est vrai que ça a été pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, parce qu'elle avait énormément d'expérience, et puis excessivement pro, et j'ai vraiment pu m'appuyer sur elle longtemps. Après, on a été dans un même cours ensemble avec elle, qui était le cours d'Anouche Sedbon et Bruno Banon. Bon, elle, c'était plus du perfectionnement, moi c'était encore de l'apprentissage, mais voilà, donc ça nous a permis aussi de faire deux autres pièces comme ça qu'on faisait, que c'était très intéressant ce que faisait Anouche Sedbon et Bruno Banon. En fait, en 48 heures, ils montaient une pièce de théâtre. Donc l'auteur venait nous voir faire un cours, il écrivait une pièce, nous donnait les rôles, on apprenait le rôle, et on montait la pièce dans la journée, et on jouait la pièce le soir. Incroyable. Donc, donc il y avait un vrai exercice, quoi. Il y avait un vrai exercice, c'était super intéressant. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, tu te fais pas un peu rattraper par la pression de ton nom? Parce que dans le sport auto, t'avais pas, entre guillemets, d'antécédents, si tu veux. Dans le cinéma, dans le jeu, beaucoup plus. Non. T'as jamais ressenti cette pression? Non, parce que mon père est à un tel niveau que j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. À la limite, j'avais plus la pression dans la course auto que dans le cinéma ou dans le théâtre. C'est vrai que ça m'impressionnait, c'est vrai que voilà, mais moi je suis moi, et je suis à des années-lumière de ce que mon père était, mais il y a beaucoup de comédiens, le son c'est tellement particulier, voilà, c'est exceptionnel, mon père. Donc moi je suis juste, voilà, je suis comédien, je suis très heureux de ce que je fais, je suis ravi qu'on me propose des rôles, et j'ai aucune je ne réfléchis même pas à ce qu'on se dise, parce que on peut pas me comparer, parce que mon père est incomparable, personne peut être comparé à mon père. Donc de ce côté-là, c'est dit, c'est fait, et je le raisonne comme ça. Je te parlais de Rémi Julienne, tu sais, un peu tout à l'heure. Il est décédé quelques mois après ton père.
Mais vraiment, c'est assez étonnant. D'ailleurs, je crois que c'est 3-4 mois. Je sais que t'as fait un documentaire sur ton père. Ouais. C'était comment cette expérience? Parce que finalement, j'ai l'impression que t'as appris pas mal de choses sur ton père à ce moment-là aussi, non? Ouais, c'était une super. Alors j'ai appris des choses, bien sûr. C'était un super moment et je suis tellement heureux d'avoir fait ça avec lui, d'avoir pu le faire et qu'il ait accepté de le faire parce il a toujours refusé tout. Il a jamais voulu parler de lui. Il a refusé toutes les bios, il a refusé tous les documentaires sur lui. Et la seule fois où il a vraiment, même s'il a laissé des gens faire des bios ou laissé des gens faire des documentaires, même si sur certains il était un peu plus proche, comme avec Jeff Domenech, mais lui-même n'a jamais intervenu. Et c'est après justement le doc de Jeff Domenech où je lui ai dit, écoute, c'est bien, mais tu parles pas. Tu dis rien, c'est-à-dire que les gens, à l'époque, je lui ai dit, on a l'impression que t'es mort, c'est-à-dire que les gens viennent te dire que t'es le plus beau et c'est fantastique, mais toi, tu racontes pas ta vie. Il faudrait que tu racontes tout ça. Et donc, je lui dis l'idée que j'avais, qui était de l'emmener justement, de refaire un parcours sur des lieux de tournage importants et qu'il les choisisse lui, là où il veut aller. Et on allait y retourner et justement qui nous explique un petit peu cette époque et cette vie, et nous voilà partis sur les routes avec cette Ford Mustang sur certains lieux et d'autres beaucoup plus loin comme au Brésil où il était pas retourné sur les lieux de tournage depuis L'Homme de Rio. Donc c'est vrai que c'était très émouvant et je suis tellement heureux d'avoir pu faire ça avec lui parce que ça reste à jamais et surtout ça restera à jamais le seul et unique documentaire où lui il parle, où il dit sa vie telle que lui voulait qu'elle soit racontée. Ouais, incroyable. Et en fait, je suis en train de penser que L'Homme de Rio, si je dis pas de bêtises, c'est ton année de naissance? C'est mon année de naissance, je suis né pendant L'Homme de Rio, ouais. Ouais. Donc t'as dû le voir, j'imagine, des dizaines de fois. Ah ouais, je l'ai vu. L'Homme de Rio, je l'ai vu plein de fois, 1000 fois. En plus, à l'époque, mon père avait un projecteur 16 mm à la maison, et donc on avait donc ces bobines. Donc il y avait Borsalino, L'Homme de Rio, il y avait Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Et donc quand j'avais des copains qui venaient, parce qu'à l'époque il n'y a pas de vidéo, hein, donc des copains venaient, on se passait je leur montrais le film avec ce projecteur 16 mm à la maison et on regardait. Donc je l'ai vu je sais pas combien de fois. Oui, donc je connaissais par cœur enfin je le connais toujours par cœur. C'est un film mythique, hein. Un de ceux que j'ai vu le plus avec le Magnifique où j'ai été sur le tournage et qui reste pour moi pour moi une de ses meilleures comédies. Je dis toujours que pour moi, c'est un triptyque, c'est L'Homme de Rio, Les Tribulations, Le Magnifique. Et pour moi, le Magnifique, c'est la synthèse des deux premiers et c'est le plus réussi des trois. Moi, il y a une photo qui m'a marqué toute mon enfance de Belmondo. Et tu vois, j'avais presque oublié que j'en ai fait un tatouage. Je sais pas si tu la reconnais, cette photo. Ouais, c'est L'Homme de Rio, ça. Exactement. J'ai enlevé son visage parce que j'avais peur qu'il soit mal fait, si tu veux. Je préférais que ça soit... Mais... ouais, je pense qu'il a été un père pour beaucoup d'entre nous et t'as déjà dû l'entendre plein de fois, cette expression. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le doc, en fait. C'est qu'en fait, mon père, on me demandait toujours des nouvelles de mon père. On demandait toujours et on me le disait. On me disait, j'ai grandi, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai grandi avec votre père. Donc je savais très bien que et encore là, on était à rang l'étape où j'ai joué il y a 3 jours. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, j'ai 50 ans, j'ai grandi avec votre père. Donc on me le dit tout le temps et on va me le dire systématiquement, et c'est normal parce que il a eu une carrière tellement longue et ses films ont tellement marqué année par année que les gens, c'est des repères pour eux. Ils se repèrent par rapport à Bout de Souffle, ils se repèrent par rapport au Magnifique, ils se repèrent par rapport au Professionnel, ils se repèrent par rapport à Itinéraire, et tout ça c'est sur 50 ans de carrière. Donc et les films sont repassés à la télé, donc du coup ils ont été vus par des générations qui en fait n'ont pas vu ces films au cinéma mais ne les ont vus qu'à la télé. Bien sûr. Et continue encore, parce qu'encore l'autre jour, une petite qui devait avoir, 12 ans et qui était fan de mon père. Alors qu'à 12 ans, à part la télé ou en DVD ou sur une plateforme, c'est le seul moyen de voir les films. Et maintenant, il y a les plateformes en plus, donc qui vont encore prolonger tout ça. Toi, à l'heure actuelle, tu es à l'affiche de Boing Boing. Ouais. Avec Valérie Beg. Ouais. Je crois que ce nom doit dire pas mal à beaucoup de gens, je pense. Ouais. T'es en tournée en ce moment, c'est ça? Ouais, je suis en tournée à travers toute la France. Donc,
On a encore pas mal de dates. Là, on va au Plessis, on va à Pouglézo, on doit aller à Lille, Lyon, Deauville. Après, je m'excuse pour les autres dates. Châtellerault, je crois que voilà. Et donc non, c'est on a encore. Il y a encore des places pour venir te voir. Alors je pense qu'à Lille, oui, parce que c'est un grand théâtre. Après, je sais que là, les dates qu'on a là, qui arrivent là, je crois qu'elles sont complètes. Et je sais même qu'à Châtellerault, on joue une deuxième fois parce que donc ils nous ont demandé de rajouter une deuxième représentation. Donc voilà, non, c'est super, c'est vraiment une équipe géniale avec toute l'équipe, avec Valérie Bègue, avec Marie-Hélène Lantini, Roland Marquisio, Julie Nicolet et Jessica Monpiou. On s'amuse vraiment tous les soirs. C'est une pièce vraiment qui est agréable à jouer. Et surtout, c'est guignol pour les gens parce que c'est comme on retourne en enfance parce que le spectateur voit les situations arriver avant nous sur scène. On les connaît, mais on fait comme si on ne le sait pas. Et donc, on les sent réagir et rigoler aux éclats parce que voilà, c'est Polichinelle qui vient taper dans le dos du gendarme et les enfants qui crient pour prévenir le gendarme ou le contraire. Donc là, c'est exactement la même chose et c'est ça qui est fantastique dans cette pièce. Il y a une tradition dans ce podcast pour finir un peu le podcast. Parce que sinon on va se faire virer parce qu'il y a bientôt une répétition, je crois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta vie professionnelle, de ta vie personnelle? Est-ce que j'imagine que tu as encore plein de rêves? Professionnel, que ça continue comme j'ai la chance aujourd'hui, c'est-à-dire que je puisse continuer à faire d'autres choses que le théâtre et que le théâtre continue parce que j'aime beaucoup, mais de pouvoir continuer à faire d'autres choses comme je suis driver advisor à l'IFIA. De temps en temps, j'ai la chance, on m'appelle pour faire de temps en temps d'être consultant pour des chaînes de télé. Donc cette vie-là qui est d'ailleurs Canal Plus des fois, avec Canal ou avec Eurosport. Donc voilà, donc j'ai cette chance-là de pouvoir faire ça, de continuer à allier une passion qui était l'automobile et de vivre une nouvelle qui est le théâtre. Mais je pense que pour moi le plus important ça sera comme la réussite de mes enfants et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. C'est pour moi le plus important. Drivé par la passion. Oui, ils ont la chance d'être passionnés de ce qu'ils font, donc la cuisine, le cinéma, la musique, et voilà, qu'ils puissent assouvir ça et qu'ils puissent continuer à en vivre. Oui. Et la passion de l'auto, tu l'as encore à titre plus personnel? Est-ce que tu t'es acheté des petites voitures de collection? J'ai une Mustang, voilà. Là, j'ai acheté une 1000 Kawa Z de 76. Ouais. Super. Donc voilà. Si un jour j'ai les moyens et je peux acheter autre chose, je le ferai. Mais j'ai plus cette passion-là de l'automobile que sur les voitures modernes parce que je trouve qu'on vit une époque un peu spéciale actuellement. Il y a en même temps qui me fait peur, voilà. Je suis assez d'accord. Tu sais, je pense que tu as été au mondial de l'auto comme moi, et je trouve que ça se transparaît dans ce. Ça fait peur parce que d'un seul coup, tu vois tout le monde qui part dans ce truc des voitures électriques, et puis t'as l'impression qu'il y a un mur, il est là, et tu dis mais. On va se le prendre pleine face. Mais il le voit pas, quoi. C'est-à-dire que tu dis mais ça peut pas fonctionner, quoi. L'équation elle ne marche pas là actuellement. Alors bon, il faut leur faire confiance, mais tu te dis, quand t'es du monde de l'automobile réellement, tu sais qu'aujourd'hui un petit moteur thermique ça pollue pas, ça coûte pas cher et ça permet de faire beaucoup de distance. Et c'est pas le cas de l'électrique. Ça va coûter cher. Et puis un jour ils vont nous taxer l'électricité parce que les taxes de l'essence, il va bien falloir la récupérer quelque part. Et donc, on est en train de faire un miroir aux alouettes aux gens et ça me fait très peur. Mais j'espère que je me trompe. Donc, j'attends. J'espère aussi parce qu'on va rester sur une note positive. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je te dis, j'espère que je me trompe. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Je dis ça dans le sens où je me dis, voilà, je suis peut-être un vieux con et tu peux être un jeune con parce que je pense exactement la même chose que toi. Mais voilà, tu vois. Donc, ça me rassure d'avoir une vieille Mustang et de me dire que, voilà, bon. Ça pollue un peu, je roule pas trop avec. Et t'as la classe. Mais voilà, ça reste. Tu vis des vraies émotions. Exactement. Merci beaucoup, Paul, pour ce moment. Il faut qu'on s'arrête là parce que sinon on va vraiment se faire chasser. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien. Merci. On a bien fait d'attendre, tu vois, 1 an et demi. Parce Alors, que c'était super. juste la config parfaite. Merci. À bientôt, Paul. Ciao.